Je pense qu'on peut commencer. Bonjour à tous. Donc pour information, nous avons eu un petit couac technique hier au niveau du lien de connexion. Donc nous avons remis dans la conversation, au tout début de la conversation, le nouveau lien de connexion. Donc n'hésitez pas à le partager si besoin. Voilà, ce sera pour une nouvelle inscription. Désolée pour ce petit couac technique. Donc, on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle édition des webinaires Tourisme Innov, organisée par Atout France. Atout France, c'est l'agence de développement touristique de la France. Et cette 14e édition est consacrée à l'œnotourisme. Au programme aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment on peut encore innover dans le secteur de l'œnotourisme. Et on aura donc plusieurs témoignages. Nous aurons la chance d'accueillir donc Sophie Fréchette pour la maison Jean Laurent qui nous présentera donc une nouvelle manière de repenser la dégustation grâce à l'expérience de théâtre vivant. Anne-Laure Ferroir qui nous présentera Terra Vitis, donc, qui est en charge de la certification des domaines viticoles en matière de développement durable. Christophe Chevret pour les vignerons indépendants de France, lauréat de la ligne Destination digitale d'Atout France, qui nous parlera du lancement de la plateforme de réservation d'offres œnotouristiques en ligne. Pauline Versace pour La Vie Bonne, qui est une agence de voyage qui associe l'art, la culture et l'œnotourisme. Philippe Bouvet et Mathias Herquet pour le comité interprofessionnel des vins d'Alsace. Ils nous parleront d'Alsace Rocks, la tournée des terroirs, donc, qui est une série de concerts et de festivals. Ils sont aussi lauréats et trophées de l'œnotourisme 2024. Et enfin, Sarah Amrani pour nous présenter l'Œnotourisme Lab, un incubateur qui accompagne les projets innovants de la filière œnotouristique. Et donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur Valbaume, donc le président du pôle œnotourisme d'Atout France, et Martin Lhuillier, le responsable du pôle œnotourisme, pour un petit mot d'introduction. Merci Marianne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment ravi, en ma qualité de président du pôle œnotourisme d'Atout France, mais aussi d'opérateur de l'œnotourisme en Ardèche, qu'un épisode de la série de webinaires Tourisme Innov soit dédié à l'œnotourisme. Et j'espère qu'il y en aura bien d'autres. Vous le savez, l'innovation est dans l'ADN des filières viticoles et touristiques. Qu'il s'agisse de réalité augmentée, de spectacles vivants ou d'initiatives éco-responsables, l'innovation redéfinit les codes de l'énotourisme, elle enrichit les expériences, favorise la transition numérique et renforce l'attractivité des destinations viticoles dans un monde en constante évolution. En intégrant ces approches créatives et durables, les acteurs du secteur ouvrent la voie à une nouvelle ère où le vignoble devient un véritable laboratoire d'expérience pour les voyageurs d'aujourd'hui et de demain. C'est dans cette tendance que s'inscrivent les intentions auxquelles vous allez pouvoir assister aujourd'hui. Merci aux équipes d'Atout France, merci à Marianne et Martin. Je laisse la parole à Martin. Bonjour à tous, merci Ludovic, merci Marianne. Alors, je vais introduire très rapidement pour laisser la place aux intervenants. Peut-être deux mots pour vous dire d'où on vous parle. Qu'est-ce que le pôle œnotourisme? Je sais que vous êtes nombreux à être partenaires du pôle, mais pas que. Et donc, ce pôle œnotourisme, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un collectif qui réunit les acteurs, les opérateurs de la filière œnotourisme, qui soient issus du tourisme. Je pense notamment aux institutions comme les CRT, les CDT, les ADT, mais aussi les institutions de la viticulture, je pense aux interprofessions, et bien sûr les opérateurs privés, que ce soit les domaines, les maisons, les transporteurs, les distributeurs. L'idée de ce pôle, c'est de mettre tout le monde autour de la même table et d'arriver à construire des projets d'intérêt collectif pour le développement de l'œnotourisme. Ces projets, ils s'articulent autour de 4 axes que je vous ai listés: l'amélioration de la qualité de l'offre, la stimulation de la demande, la professionnalisation des acteurs et le développement d'une capacité de prospective et d'intelligence économique. Et donc là, on est dans ce cadre-là aujourd'hui. L'idée, c'est voilà, de se poser un petit peu la question de l'innovation en matière de nos tourismes. Marianne, je te laisse passer à la slide suivante. Oui. Merci.
Alors, deux mots pour replanter un peu le décor. Le no-tourisme pour la destination, pour la France, pour le pays France, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une opportunité de développer deux secteurs majeurs de notre économie. Vous le savez, la France est la première destination touristique mondiale et on a accueilli en 2023 environ 100 millions de touristes internationaux et c'est également le premier pays exportateur de vin en valeur, avec 11,9 milliards d'euros exportés en 2023. Je vais passer à la suite. Merci Marianne. Pour la destination France, le tourisme, en plus de ces chiffres-là, c'est aussi quelque chose d'indissociable de l'image de la France et de son attractivité. On a un tiers, hein, selon l'INSEE, des touristes qui citent le vin et la gastronomie comme motif de choix dans la sélection de la destination. C'est aussi une opportunité de profiter de marques qui sont à la fois des marques de produits vins ou spiritueux et des marques de destination, hein, et qui sont des marques connues mondialement. C'est un tourisme qui rapporte. Alors là, comme tous les chiffres que je vais vous citer, ils sont toujours à prendre avec des pincettes puisque l'observation en matière de tourisme est compliquée. Mais on le sait, c'est un chiffre d'affaires pour les exploitations viticoles qui ont fait ce choix-là, un chiffre d'affaires supplémentaire. C'est également un tourisme qui irrigue l'ensemble des régions viticoles de France et vous savez qu'on a, énormément de départements viticoles en France, 90 sur 106 si je me trompe pas. France métropolitaine, hein, je sais qu'on a des compatriotes d'outre-mer qui sont connectés également. C'est un tourisme qui, est largement désaisonnalisé. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de haute saison, hein, mais que cette saison, œnotouristique est beaucoup plus longue, qu'une saison touristique classique, avec un début au printemps et une fin sur la mi-octobre. Et c'est surtout, un tourisme qui a une actualité, qui peut avoir une actualité toute l'année, que ce soit à la vigne, que ce soit à la cave ou que ce soit, au chai. Et puis, c'est aussi une forme de tourisme qui permet, à la fois de valoriser les productions locales, mais aussi de communiquer, par la preuve, sur, un certain nombre de pratiques agricoles, responsables. Donc on a toutes, ces cartes en main et c'est pour ça, en particulier, que le no-tourisme est une priorité pour la destination France. Quelques chiffres, simplement pour vous permettre d'avoir une idée de la taille du marché, là encore, hein, bien sûr, à prendre avec, toutes les réserves nécessaires en matière d'observation, statistique. Mais on considère qu'on a environ 10 000 caves ouvertes à la visite sur l'ensemble du territoire national, que ces 10 000 caves, ouvertes à la visite accueillent chaque année environ 11,4 millions de touristes. Alors là, on est un peu plus confiant sur ces chiffres puisqu'on a une grande étude de fréquentation en cours et ça, c'est l'hypothèse basse, des résultats qui seront connus d'ici 2 semaines. Donc 11,4 millions de touristes et parmi lesquels on compte 40 d'étrangers, ce qui est à peu près, similaire à ce qu'on voilà, une proportion similaire à ce qu'on peut trouver sur d'autres filières. Ces touristes, dépensent et génèrent des recettes. On estime le volume de recettes généré à 5,2 milliards d'euros au niveau national chaque année. Et le tourisme, c'est surtout un potentiel, puisque, quand on compare les 100 millions de touristes étrangers accueillis chaque année, on peut se dire que, grosso modo, on peut faire beaucoup mieux que les 4,5 millions de touristes étrangers qu'on accueille, chaque année en France. Face à ça, Marianne, je te laisse passer à la suite. Merci. Donc, une filière en croissance, une filière pleine d'opportunités, une filière qui a à répondre à des défis, effectivement. Je vais en citer quelques-uns, hein, la vulnérabilité, climatique, la question des ressources humaines, de la formation, de la digitalisation. Il y a tout un tas d'enjeux, en cours, face auxquels la filière s'adapte, s'organise et innove, hein, in fine. Et en innovant, la filière, bah, effectivement, elle s'adapte au changement, elle crée de la valeur, elle renforce sa compétitivité, elle répond à certains grands enjeux et elle stimule la créativité. Et c'est cette conversation qu'on avait envie d'ouvrir aujourd'hui avec ce webinaire, à travers 6 exemples qu'on a sélectionnés pour vous et qui ont accepté de venir témoigner. J'en dirai pas plus et je vais passer tout de suite la parole à Sophie Fréchette pour la maison Jean Lauron. Sophie, est-ce que vous voulez prendre la main? Oui, merci, Martin. Donc bonjour à tous, très heureuse, d'être, présente ce matin pour ce webinaire, et d'avoir répondu donc à l'invitation d'Atout France que je remercie. Alors quelques mots, tout d'abord sur, la maison Jean Lauron. Nous sommes situés à la chapelle, de Guinchay en Saône-et-Loire et notre maison est solidement ancrée avec plus de 300 ans d'histoire, au cœur du Beaujolais et du Mâconnais, avec les domaines Lauron dans le Beaujolais et les domaines Ovig dans le Mâconnais. La maison Jean Lauron possède 220 hectares de vignes qui sont répartis à travers 11 propriétés viticoles.
Alors, depuis 2019, au niveau œnotouristique, il y a une grande page qui s'est ouverte avec vraiment un important projet d'investissement, de développement œnotouristique sur 3 de nos propriétés et la mise en place donc, de boutiques de vente, de parcours de visite et également une offre variée d'activités et d'événements œnotouristiques. Et ce matin, je vais donc vous parler et mettre un coup de projecteur sur une initiative innovante en particulier qui est un spectacle qui mêle théâtre et dégustation. Alors, à l'origine de ce spectacle, il y a une question, même on va dire un défi, c'était comment sortir de la dégustation traditionnelle. Je pense que c'est une question que beaucoup de domaines se posent. Donc, on s'est réunis, on a réfléchi avec les équipes marketing, également communication. On s'est aussi entouré d'un partenaire talentueux pour nous aider à réfléchir sur cette question. Et notre objectif, c'était, notre brief, on va dire, notre objectif, c'était de donc, arriver à désacraliser un petit peu le vin, l'aborder de manière qui soit pas trop élitiste pour attirer une nouvelle forme, enfin un nouveau type de clientèle, attirer aussi une nouvelle génération pour apprécier le vin et le découvrir. Donc, on a créé un événement unique dans notre région, en tout cas, inédit, qui était vraiment l'idée de rendre accessible, en fait, au plus grand nombre, toujours cette découverte du vin. Alors, pour ça, on a créé un spectacle qui mêle donc théâtre et dégustation et qui est sous forme de visite, en fait, en immersion. Le public va suivre une troupe de comédiens. Il va les suivre verre à la main dans différents, au cours de notre parcours, en fait, qui va être mis en scène de façon beaucoup plus théâtrale, beaucoup plus magique. On va donc de notre rocher jusqu'à notre cave historique avec notre collection de vieux millésimes. Et donc, c'est vraiment une façon de découvrir le vin, mais tout en s'amusant et découvrir aussi nos lieux patrimoine du vin de façon très, très originale. Alors, le spectacle a été récompensé par les trophées œnotourisme 2024 Terre de Vin, justement dans la catégorie initiative originale et innovation. Alors, ce qui est important, c'est difficile de le retranscrire à travers des slides. Il y a quelques photos ensuite qui illustreront, mais c'est que on a été en fait innovant en étant surtout audacieux parce que c'est un spectacle avec vraiment une tonalité, un ton très décalé, très burlesque. Et c'est ça qui a fait l'originalité, je crois, du spectacle. On est dans l'air du temps, on mêle bien sûr un spectacle avec voilà, des costumes, mais aussi du chant, de la musique. On amène les gens dans un univers complètement différent. Il y a eu, je veux bien la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, il y a eu là, vous voyez, quelques photos. On voit qu'on est dans différents lieux qui ont été voilà, transformés pour ce spectacle. Il y a eu 2 éditions, une première en 2023 avec une histoire originale, donc vraiment un texte écrit spécialement pour la Maison Jean Leroux qui retraçait l'histoire, plus de 300 ans d'histoire, donc il y a de la matière, qui retraçait l'histoire de la Maison Jean Leroux. Et puis en 2024, tout récemment, là, à l'automne 2024, on a fait un nouveau spectacle avec un nouveau scénario, cette fois-ci un petit peu plus large, sur l'histoire du vin et le patrimoine du vin, en terminant aussi par un focus sur le Beaujolais. Alors, au cours de ce spectacle, bien sûr, le vin, enfin la dégustation de nos vins occupe une place très importante puisque c'est l'objectif final, bien sûr, c'est de faire rayonner nos vins et faire rayonner le vignoble. Le format aussi est important, a été
bien plébiscité, bien apprécié. C'est un format assez intimiste puisque chaque séance pouvait accueillir 40 personnes. Donc, ça crée le fait d'être en petit groupe comme ça crée vraiment une intimité aussi entre les spectateurs, mais aussi avec les comédiens. C'est participatif, on ne s'ennuie pas, c'est dynamique. Donc déjà, on bouge, on va à 3 lieux et on va dire qu'il y a un acte par lieu, c'est une pièce de théâtre en 3 actes et le spectateur participe. Lors de la première édition, donc sur le Jean et la Winery 1, pour vous donner, un exemple, on suivait en fait 4 personnages qui tentaient de remporter du vin à vie à la Maison Jean Leroux. Donc, scénario basé sur Charlie et la chocolaterie, je pense que vous l'aurez compris. Et le spectateur, en fait, suivait donc ces personnages dans des épreuves autour de nos vins. Et quelque part, le spectateur passait aussi les épreuves en même temps que les personnages. Donc, il était vraiment acteur pour lui aussi tenter de remporter peut-être du vin à vie à la Maison Jean Leroux. Puis dans la deuxième édition, en 2024, autour de l'histoire du vin, là, le spectateur était aussi participé. On lui remettait en tout début de spectacle un petit carnet où il pouvait prendre des notes pour être interrogé sous forme de quiz à la fin pour tenter aussi de remporter un cadeau. Et ça a très bien marché, c'est-à-dire que les gens jouent vraiment le jeu, ils notent, ils prennent plein de notes, ils ont envie vraiment d'être acteurs pendant ce spectacle. Prochaine slide. Alors, il y a plus de 600 spectateurs qui ont pu vivre ce moment privilégié et ensuite en parler autour d'eux. On s'est appuyé bien sûr aussi sur un dispositif de communication important, aussi sur le relais de nos partenaires institutionnels. On a pu compter sur le relais de nos partenaires institutionnels du tourisme. Et les mots que les spectateurs utilisent pour parler de cette expérience, c'est créativité, joie, gaieté, humour, savoir, lieu d'exception, vin et dynamique. Et aussi, il y a ce vocabulaire, ce mot de spectacle vivant qui revient, que nous, bien sûr, on a aussi utilisé dans notre communication. Et effectivement, c'est une expérience où l'humain est vraiment placé au cœur et c'est quelque chose qui est important pour nous dans l'accueil en tout cas qu'on crée et qui est important dans l'accueil qu'on réserve à nos visiteurs à la Maison Jean Leroux. Voilà, donc je vous remercie. J'ai terminé là. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que à travers ce témoignage, vous pouvez voir que l'innovation, l'originalité en tout cas, peut être un facteur de différenciation dans le no-tourisme et donc amener la désirabilité des visiteurs. Et en tout cas, c'est, je pense, quelque chose qu'on a réussi avec ce spectacle. Merci Alors, Sophie. c'est nous qui vous remercions, Sophie. Merci beaucoup. Il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat, notamment sur le tarif. Donc, vous avez répondu dans la présentation. On est à 30 € par personne, c'est bien ça? C'est bien ça, oui, 30 € par personne, oui. Et il y a une question sur les retombées. Alors, je vais me permettre de la transformer un peu. Est-ce que dans les profils de clientèle que vous avez eu comme participants sur ces 2 éditions, est-ce que vous avez constaté un certain renouvellement? Est-ce que vous avez attiré des publics que vous n'avez pas d'habitude à la cave? Alors complètement, on a surtout attiré du public qu'on n'a pas d'habitude à la cave. C'est-à-dire que là, les gens, je crois que le moteur, ça a été plutôt le fait de passer un bon moment entre amis ou en couple, une sortie, voilà. Et derrière vient la découverte du vin et de notre maison. Donc on a eu beaucoup aussi de témoignages de personnes qui nous disent: «Ah mais je ne connaissais pas votre maison, voilà, ça amène en fait un public qui se serait peut-être pas arrêté, qui ne serait pas venu découvrir notre maison. Après, on a aussi, on fait un certain nombre d'événements, on a un calendrier événementiel, donc on a aussi notre public un peu fidèle autour de nos événements, mais on se rend compte que le public qui vient à nos événements n'est pas forcément le même public qui
rentreraient d'emblée à la boutique pour acheter du vin. Merci Sophie. Alors vous avez un commentaire dithyrambique dans la conversation. Visiblement, vous avez une cliente euh, que vous devez connaître, qui fait du Blanchier du Beaujolais, qui nous dit que pour avoir eu la chance de participer à l'événement 2023, c'est une réelle expérience immersive dont vous vous rappellerez toute votre vie. C'est tellement original, on vous implique directement dans la visite, on rit beaucoup et les vins sont évidemment très bons, avec une petite surprise à la fin pour terminer en beauté. Oui, c'est ça. Effectivement, on rit beaucoup et on rit beaucoup et on communique en fait. Voilà, il y a vraiment ce côté aussi convivialité. Alors c'est des mots qu'on utilise beaucoup et qui sont un peu galvaudés peut-être, mais la convivialité dans le Beaujolais mâconnais, voilà, c'est important et on retrouve ça. On a aussi un certain nombre de spectateurs qui sont venus à la première édition en 2024, en 2023 et qui sont revenus cette année puisque ce n'était pas la même histoire. Donc, retrouver ce plaisir aussi de retrouver cette ambiance. La convivialité, cette année, on l'a aussi un petit peu accentuée. L'année dernière, le spectacle se terminait et voilà, les gens rentraient chez eux, on va dire. Cette année, en fait, on a poursuivi un peu l'expérience. On a senti que les gens avaient souhaité un peu rester. Donc, on a proposé aussi dans notre boutique la consommation de nos vins au verre ou à la bouteille, accompagnée de planches apéritifs, pour que les gens puissent prolonger ce moment. Alors justement, autre question dans le chat, dans la conversation, est-ce que cet événement a accéléré vos ventes de vin? Est-ce que vous êtes en capacité de faire un lien entre le programme d'événementiel que vous avez mis en place et les ventes? Ou est-ce que c'est trop éloigné pour arriver à faire ce lien direct? Alors, le lien qu'on peut faire certainement, assurément, c'est le fait qu'à l'issue du spectacle, le soir même, enfin, après les différentes représentations, là, il y a des ventes de vin donc il y a des gens qui viennent au spectacle, qui repartent avec des vins à emporter. Donc ça participe aussi à la réussite du projet. Et puis après, oui, certainement, bien sûr, il y a une fidélisation des gens qui n'étaient jamais rentrés dans notre cave, qui découvrent le lieu, qui voient qu'il y a une boutique et qui vont revenir. Je vous avoue qu'on n'a pas, voilà, on a effectivement, on est en train de voir comme vraiment pouvoir, sur base des données de nos clients, regarder quels sont les actes d'achat ensuite sur un an, par exemple. C'est des choses qu'on fait aussi pour d'autres événements, en fait. Merci Sophie. J'ai beaucoup de questions, mais Marianne, je me tourne vers toi. Est-ce qu'on peut en prendre encore quelques-unes? Oui. On peut en prendre encore, oui, une ou deux, oui, oui. Alors, dans l'ordre, hein, j'ai une question sur la nationalité de vos visiteurs. Est-ce que vous Oui, l'avez identifié? alors, pour ce spectacle, 100%, je dirais, francophone, enfin français, le spectacle est en français, les dates, c'était à chaque fois à l'automne, donc on n'est pas non plus en très haute saison. Ensuite, par contre, sur plus les visites no touristiques de façon générale, là, on se retrouve complètement avec les chiffres que vous avez présentés sur les chiffres du tourisme en début de webinaire, avec, je dirais, pour nous, 60% de visiteurs. Quand je parle visiteurs, c'est vraiment visite payante. Après, il y a aussi le passage à la boutique, c'est autre chose. Mais sur nos visites sur réservation, 60% de visiteurs français et 40% de visiteurs étrangers, avec voilà, la Belgique, l'Italie, les États-Unis, le Canada en majorité. Merci. Je passe à la suivante. Je vais en fusionner deux. Il y a une question sur le partenariat que vous pouvez avoir avec les institutions touristiques locales. Est-ce que Oui. vous êtes en lien? Et du coup, ça va avec la question suivante, qui est celle des canaux de promotion que vous avez utilisés pour faire connaître l'événement. Oui, bien sûr. Donc, plusieurs choses. Alors, il y a pour le spectacle de 2023, on s'est énormément appuyé sur les institutionnels du tourisme, puisqu'on a fait une séance, une avant-première très tôt, en mars 2023, sachant que le spectacle pour le grand public était en octobre. Donc, on l'a fait très en amont pour pouvoir, pour qu'il soit prescripteur. Alors, à la fois les institutionnels du tourisme. Donc, on a la chance aussi d'être à cheval sur 2 régions, le Mâconnais et le Beaujolais. Donc, on bénéficie, on est très acteurs dans
les deux régions avec nos partenaires. Et on avait aussi, bien sûr, invité la presse. Gros succès sur le relais presse parce que, nouveauté, ça a vraiment fait beaucoup parler. Ça a été le buzz en 2023, un petit peu moins en 2024. Il faut énormément se renouveler, c'est-à-dire que là, c'était une nouvelle histoire, mais on note aussi que l'innovation, ça passe par le renouvellement et la nouveauté. Hein. C'est pas facile de réengranger sur une deuxième édition autant de presse. Et puis après, les canaux, énormément tous les canaux de communication, je dirais, traditionnels, les réseaux sociaux, notre base de données avec nos newsletters pour nos clients. Également, quelque chose qui a très bien fonctionné, des panneaux, des grands panneaux qu'on a placés dans des endroits stratégiques, dans le vignoble, au bord des routes, pour annoncer le spectacle. Merci beaucoup, Sophie. On va passer à un autre intervenant. Je vois qu'il y a encore des questions, hein, mais je sais qu'on doit vous libérer aussi, Sophie. Je sais que vous êtes prise par ailleurs. Oui, voilà. Désolée, je ne vais pas pouvoir assister à la suite du webinaire, mais voilà, merci. Pas de problème. Je reste disponible, sinon, voilà, les personnes qui souhaitent C'est très gentil. je répondrai aux questions avec plaisir. Merci. J'en profite d'ailleurs pour préciser que le webinaire est enregistré et le replay sera disponible dès demain et que le fil de conversation est ouvert là, tout le long de la réunion. Merci d'avoir pris le temps, Sophie. Alors, Merci. je ne sais pas, Anne-Laure, est-ce que tu es connectée? Je pense qu'on va passer à l'intervenant suivant, Oui, peut-être. on reviendra tout à l'heure. Petit problème de pour- connexion. Christophe, du coup, donc je sais que tu es connecté, j'ai vu Christophe. Je te laisse la parole dans 2 minutes. Donc, Christophe Chevret, directeur tourisme des vignerons indépendants de France. Les vignerons indépendants de France qui ont fait le choix audacieux d'ouvrir une plateforme d'aide à la commercialisation dans des objectifs divers dont tu vas nous parler tout de suite pour servir leurs adhérents. Christophe, est-ce que je peux te laisser la parole? Eh bien, tu peux. Merci, Martin. Marianne, il y a une douzaine de diapositives, donc je vais vous laisser trouver la bonne en fonction de ce que je dis. Ça va être le jeu, voilà, t'y adapter. Qui sommes-nous? On est une organisation professionnelle, donc qui regroupe des vignerons, qui fédère des vignerons indépendants de toute la France. Et nos missions, elles sont syndicales, elles sont d'aider à la commercialisation, comme c'est le cas en ce moment à Paris, porte de Versailles, avec le salon. Mais c'est aussi de réfléchir sur d'autres sujets, comme le no-tourisme. Et effectivement, la diapo suivante, c'est la commission au no-tourisme, qui est représentée d'élus et de collaborateurs, qui a pour mission de regarder ce qui se passe dans l'univers de no-tourisme et ce qui a du sens pour les vignerons indépendants. De ce point de vue-là, la digitalisation, ça fait un moment qu'on regarde. Suite à la pandémie, il y a eu beaucoup de réflexions au sein de cette commission et ça a montré pour les membres que c'est un enjeu crucial pour les vignerons indépendants, que ça a réellement du sens de l'intégrer dans la réservation. Donc, on a été à analyser, à regarder tout ce qui est les différentes facettes de cette transition, ses avantages, ses inconvénients, la réservation en ligne où on en est, quel est le rôle aujourd'hui des plateformes internationales, quel jeu jouent-elles? Ce qui nous a amené à cette commission de réfléchir et de mettre en place un certain nombre d'outils. Le constat qu'on va voir juste après, c'est de dire aujourd'hui, et ça a été bien dit tout à l'heure, la question, en fait, c'est notre problématique à tous aujourd'hui, c'est d'attirer un nouveau public dans les domaines. Puisque nos adhérents savent assez bien récupérer des clients sur les salons, leurs clients, envoyer des mailings pour faire venir, mais c'est une nouvelle population qui nous intéresse pour l'attirer au domaine et leur faire vivre une expérience et leur faire acheter du vin. De ce point de vue-là, on va regarder les diapos suivantes. Donc de ce point de vue-là, on sait qu'ils ont déjà pas mal de choses. Ils sont sur des sites internet, ils ont le leur, ils sont sur des destinations, ils sont en relation avec leur office de tourisme. Il y a pas mal de choses, mais on voit que toute la problématique qu'ils ont aujourd'hui, c'est de dire comment toucher une nouvelle clientèle qui n'est pas familière. On va le voir à la diapo suivante, c'est comment toucher, en fait, comment est-ce que je peux toucher ceux qui préparent leur voyage un petit peu à l'avance ou ceux qui sont sur site et qui ont envie de découvrir le vin. Donc, on a lancé, donc on va
regarder aussi la suivante. Donc, on a lancé une analyse qui fait qu'on s'est dit, voilà, aujourd'hui, il y a des plateformes. Donc, il y a une transition numérique qui est en train de se faire. Elle est essentielle pour attirer de nouveaux visiteurs. On s'est dit aussi que la présence en ligne, elle était évidemment indispensable pour toucher une nouvelle population et rajeunir aussi la population vis-à-vis du vin. On s'est aperçu que les plateformes internationales jouent un réel rôle aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on fait avec ou est-ce qu'on fait sans? Est-ce qu'on est assez fort tout seul ou est-ce qu'on regarde ce qui se passe? Nous, notre vocation, ça a été de faire un peu des deux. Ça a été de dire que vous, domaine vigneron indépendant, vous devez avoir un site bien conçu, vous devez avoir votre fiche Google My Business, vous devez peut-être être sur aussi des plateformes, parce que ça peut avoir du sens. Vous devez avoir une information claire de vos offres et qui donne envie de l'acheter. Vous devez avoir des photos, des avis, et tout ça, c'est un message qu'on va être amené à développer. D'où la création, on va voir maintenant, je vous laisse développer les 5 diapositives suivantes petit à petit, c'est le site de réservation en ligne. Donc c'est une plateforme nationale de réservation qui permet effectivement de réserver ses offres directement sur le site. La particularité, c'est que ça regroupe des offres de toute la France et que en fait, c'est plugué avec des logiciels de réservation. Donc notre principe a été de dire, c'est un catalogue national d'offres qui se trouve dans les logiciels de réservation des domaines sur lequel on va leur demander de se synchroniser avec nous. Donc en fait, on est, pour ceux qui ont un logiciel de réservation, un distributeur. Un distributeur de plus qui effectivement a ses propres valeurs, c'est le vigneron indépendant et on l'espère, on va avoir sa propre identité dans tout l'ensemble des plateformes qui existent. Donc ce catalogue, il est synchronisé alors avec aujourd'hui 2 grands logiciels qu'on a été amené à synchroniser qui sont Eloa et Regiondo. On travaille avec Adoc, on espère que ça va aboutir, parce que en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ces 3 outils sont les principaux qui sont en fait synchronisés grâce aux offices de tourisme. Et donc, on s'est appuyé sur plutôt la relation qui existe sur le territoire avec les offices de tourisme pour dire, eh bien, profitons de ce qui a déjà été lancé pour aussi s'appuyer dessus et on va être un outil complémentaire aux offices de tourisme pour attirer l'attention vers les domaines. Donc, notre objectif, c'est bien d'accompagner la transformation digitale des domaines. Notre message, c'est de dire aux adhérents, faites du digital, allez-y. Et donc, nous, on est tellement convaincus qu'on va le faire avec vous. Et c'est un peu surtout ça la vocation de cette plateforme. C'est-à-dire qu'on est tellement investi et qu'on pense qu'il faut que vous passiez une étape dans la digitalisation, qu'on le fait aussi avec vous. Et la preuve, on a lancé cette plateforme. On va regarder maintenant la continuité. On s'est dit donc ça c'est les diapositives suivantes qui montrent que en fait, alors ça c'est notre catalogue d'offres nationales que l'on peut avoir avec les dates de réservation. On va aller à la suivante. Voilà. Donc ce qu'on s'est dit aussi dans l'analyse, c'est que quand même, les logiciels de réservation, c'était quand même sacrément bien pratique. Ça permet de faciliter le processus d'inscription pour un internaute. Ça permet pour un vigneron de pouvoir synchroniser les agendas, parce que s'il est sur plusieurs plateformes, eh ben, ça se retrouve dans le même logiciel. Ça permet des envois automatisés. Ça permet aussi un paiement en ligne. Voilà, tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, on s'est dit, logiciel de réservation, vous avez tout intérêt, et vous avez tout intérêt à avoir des outils qui vous permettent de diffuser sur les plateformes. Donc, diapositive suivante. Donc, ce qu'on a été même un peu plus loin, on a dit, on est tellement convaincu de cela qu'on a un accord avec une de ces solutions, donc c'est Eloa, sur lequel aujourd'hui on propose aux adhérents une formule d'abonnement avec un tarif négocié, mais surtout avec un accompagnement. C'est-à-dire que ce partenaire a été choisi parce que il a renforcé son équipe avec des gens qui sont spécialistes de l'onotourisme, et c'est ce qui a été déterminant pour nous, parce que les membres de la commission disaient, moi je ne veux pas effectivement m'adresser à quelqu'un qui ne connaît pas mon métier et qui ne sache pas ce que c'est que l'onotourisme. Donc ça, c'est chose faite et c'est en cours.
Donc on va dire que, et on va passer à la dernière diapositive, pour conclure en disant que voilà, notre objectif final, vous l'avez compris, c'est effectivement d'accompagner les domaines pour qu'ils créent de la valeur ajoutée grâce à l'onotourisme en attirant de nouveaux clients. C'est renforcer l'image de la marque vigneron indépendant. Et de ce point de vue-là, c'est aussi faire de la formation et de l'accompagnement et de la sensibilisation pour qu'ils passent ce cap. Donc un grand merci pour le soutien d'Atout France, qui, grâce au travers de l'AMI, ce fameux soutien, nous aide, nous, à élaborer ce fameux catalogue que l'on est en train d'évoquer, ce catalogue national, à structurer nos offres, parce qu'on le voit, le fait d'avoir une plateforme, ça nous permet de regarder aussi dans le moteur, de voir s'il y a des disponibilités, de voir comment c'est rédigé, et donc d'accompagner derrière les domaines dans une professionnalisation, et donc d'une manière générale, de les accompagner dans leur transformation digitale. Voilà. Merci Christophe. Merci. Alors je vais commencer Christophe pour les questions. Donc tu as parlé de l'accompagnement AMI, donc appel à manifestation d'intérêt dans le cadre du plan Destination France, donc effectivement une aide de la part de l'État via Atout France. Est-ce que tu dirais que cette aide elle a été décisive dans le choix du projet? Alors, on va dire que elle a été, en fait, pourquoi, à mon avis, pourquoi on a obtenu l'AMI, c'est parce qu'on était suffisamment avancé dans le projet et que de toute façon, on aurait fait quelque chose. Mais par contre, on ne l'aurait pas fait à la vitesse dont on est en train de le faire grâce à l'AMI. C'est-à-dire que ça a été pour nous un accélérateur, mais notre avantage, c'est que ça nous a accéléré parce qu'on avait fait le bilan, on avait fait l'état des lieux, on savait où on voulait aller, et l'AMI est tombée à point nommé pour cela. Merci Christophe. En termes de timing, le lancement est officiel, tout récent? Alors, le lancement, il est alors aussi dans les discussions et les réflexions qu'on peut avoir quand on a cherché autour de cela. C'est vrai qu'on a quand même tendance aujourd'hui à dire que c'est l'offre qui crée la demande. Et de ce point de vue-là, on ne veut pas se hâter parce qu'effectivement, si on n'a pas assez d'offres, on risque d'être décrédibilisé dès le début et qu'on est aujourd'hui dans une phase de recrutement, à la fois d'aller chercher des domaines qui sont déjà synchronisés ou synchronisables parce qu'ils ont déjà un logiciel grâce souvent à leur office de tourisme, qui sont les 3 que j'ai cités tout à l'heure. Et puis pour ceux qui n'en ont pas et qui ont compris qu'il y avait un enjeu, parce qu'en fait c'est ça, on leur apporte une solution clé en main. Et donc quand on aura suffisamment d'offres, on pourra l'ouvrir. Il est ouvert, forcément, il est déjà référencé sur le web et si vous le cherchez, vous allez tomber dessus. C'est évident, par le référencement naturel, ça remonte. Mais en tout cas, on n'en a pas fait une publicité, on n'a pas fait une grande promotion parce qu'aujourd'hui, la vocation, c'est d'avoir suffisamment d'offres. Et alors justement, si je me mets dans la peau d'un vigneron indépendant, on en a certainement connecté aujourd'hui, j'estime avoir l'offre qui convient, je voudrais être référencé sur la plateforme, comment je fais? Tout simplement, il faut aller sur le site de réservation en bas, il y a un lien qui permet de s'identifier, on met son contact, son nom, numéro de domaine et les coordonnées du domaine et on reçoit de fait la notice pour synchroniser son logiciel qui se fait en 2 minutes et puis c'est fini. Et c'est fini. Nous, derrière, dans le back-office, on regarde les offres qui remontent, on les met par thématique, on les ajuste, on regarde si dans la formulation, il n'y aurait pas des petites choses à revoir auprès du domaine. Et là, il peut y avoir une reprise de contact. Et on va donc, voilà, mais en fait, c'est tout simplement par cette manière. Allez, dernière question, puis après j'arrête. Les vignerons indépendants de France, c'est une marque forte, avec des valeurs fortes. Est-ce que la plateforme, c'est aussi une manière de mettre en avant ces valeurs en matière de no-tourisme? En fait, le vigneron indépendant, je te remercie de le préciser, c'est effectivement aujourd'hui une marque forte. Et tout ce qu'on fait, c'est à la fois pour évidemment accompagner, aider nos adhérents dans des démarches pour qu'ils créent du chiffre d'affaires, ils créent de la valeur. Mais c'est aussi à chaque fois une bonne intention de mettre en avant la marque vigneron indépendant et son emblème, le logo, de façon à ce qu'il soit de plus en plus connu et reconnu et de plus en plus visible. Et donc, c'est la spirale positive qui fait que plus il sera connu,
plus la destination vigneron indépendant, puisque c'est de ça qu'on parle, quoi. On parle de la destination vigneron indépendant pour acheter son vin, pour visiter, pour vivre une expérience, pour aller à sa rencontre. Bah plus, voilà, on est dans une spirale vertueuse où les deux vont ensemble. J'ai une question de Maxime dans la conversation qui me demande quel est le coût pour les domaines. Aujourd'hui, le fait d'être synchronisé sur le site de Reza Vigneron Indépendant, il n'y en a pas, puisque on va dire qu'à ce jour, ça fait partie de l'adhésion, donc à une fédération départementale. Et l'abonnement, c'est un tarif négocié qui est aux alentours de 400 €. Derrière, il y a un accompagnement, une formation qui est proposée, etc., une formation en ligne, digitalisée, puis des personnes dédiées. Plus que le prix, c'est ça qui comptait pour nous, c'est cet accompagnement personnalisé avec des gens qui savent, et la preuve, la personne qui est en charge de l'onotourisme, c'est une fille d'un adhérent, donc c'est pour vous montrer jusqu'où on va dans la complémentarité, et de fait, c'est ça qui a été surtout important, et en fait, le coût, il est enfin, aujourd'hui, si vous faites votre propre site et que dedans vous mettez un module, vous fabriquez avec votre prestataire de site web un module spécifique, et ben en fait ça va vous coûter 3 000, 4 000. Dans 5 ans, il faut le changer parce qu'il faudra le mettre au jour, donc il faudra remettre. Franchement, l'abonnement est bien mieux. En plus, nous, la formule que l'on a pris, on a fait le choix avec ce partenaire-là de ne pas proposer alors c'est un peu culotté, vous allez me dire, la formule d'entrée. C'est-à-dire qu'on ne la propose pas. Nous, le tarif négocié n'est pas sur la formule d'entrée. C'est-à-dire que si on va sur leur site, il y a une formule moins chère, mais qui a moins de services et qui n'est pas synchronisée avec les plateformes. Et le choix qu'on a fait, c'est de mettre en avant celui qui permet effectivement de gérer ses offres, de les synchroniser avec des plateformes internationales comme les nôtres, et aussi de pouvoir faire un mini-site directement, enfin un site directement lié aux activités onotouristiques pour ceux qui donc le package complet. J'ai Arnaud qui s'interroge sur les 400 €. C'est en abonnement ou c'est en one shot? C'est une fois. Abonnement annuel. Abonnement annuel. Merci Christophe. Merci beaucoup Christophe. Je crois qu'Anne-Laure nous a rejoint. Anne-Laure, est-ce que tu es connectée? Oui. Est-ce que Super. cette fois-ci vous m'entendez? Parce que j'étais Oui, connectée depuis le début, mais je crois qu'il y avait un petit couac technique. On vous entend, on vous voit, c'est parfait. On C'est t'entend parfait. très bien. Merci beaucoup Anne-Laure. Donc Anne-Laure Ferroir, directrice de Terravitis. Merci d'être là Anne-Laure. La raison pour laquelle on voulait te faire intervenir aujourd'hui, Terravitis est une certification en matière de viticulture durable. Et je crois que tu as une nouvelle à nous annoncer puisque Terravitis souhaite étendre sa certification à l'onotourisme. C'est bien ça Anne-Laure? C'est exactement ça, et on va peut-être remettre les choses dans le contexte. On ne va pas forcément passer toutes les slides que je vous avais envoyées, Marianne, mais juste pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas bien, que vous compreniez un petit peu la genèse du projet, en se disant, Terravitis, finalement, c'est quoi? Eh bien, Terravitis, moi j'aime bien souvent présenter comme une association, une certification, une marque. C'est vraiment un peu ce triptyque-là que je présente régulièrement. Et si on va à la suite, allons-y directement, c'est une association des viticulteurs, des vignerons engagés qui, pour certains, ont lancé la démarche en 1998 en Beaujolais. Comme vous le voyez, le Beaujolais, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une place où l'innovation est grande en France d'un point de vue vitivinicole. Et finalement, de cette démarche qui est née dans le Beaujolais, pensée par des vignerons, pour des vignerons, aujourd'hui, quasiment 2000 adhérents, viticulteurs, vignerons, mais aussi représentants de caves coopératives et négociants, se sont engagés dans le mouvement Terravitis. Et vous voyez, je suis persuadée que vous en avez aux portes de chez vous. On est présent dans l'ensemble ou presque des vignobles français. L'idée initiale de la démarche, c'était de se regrouper, de partager ces idées, ces expériences, ces initiatives pour s'assurer que, demain, nos viticulteurs, nos vignerons seraient en capacité de transmettre leur exploitation dans le meilleur des cas. Et de toutes ces idées, de toutes ces expériences, est née une certification qui est fondée sur un cahier des charges qui évolue et qui lui-même se base sur les fameux 3 piliers du développement durable, à savoir un volet environnemental, un volet social et un volet économique. Et chez nous, en tout cas, on va aller contrôler annuellement nos adhérents
autour d'une dizaine de thématiques clés qui se traduisent en points d'exigence. Donc évidemment, on a des engagements d'un point de vue environnemental sur la protection de la biodiversité, sur la protection des ressources comme l'eau, ou bien comme l'énergie, mais aussi on va aller s'assurer qu'on travaille dans un cadre qui est agréable, qui est sain et qui est sécuritaire. Ça passe par des exigences de santé, de sécurité au travail, de formation. Et puis il y a ce pilier aussi économique avec se dire, eh bien, tous les jours, il faut que je fasse en sorte finalement de trouver le juste choix, le juste équilibre pour garantir la viabilité aussi économique de mon exploitation en faisant des justes choix. Et c'est là où je pense que vous allez comprendre qu'il y a un petit lien avec le no-tourisme. Et puis, je vous disais, triptyque, la dernière chose, vous êtes conforme à notre cahier des charges, eh bien, vous avez le droit d'apposer sur vos bouteilles la fameuse marque, le fameux logo Terravitis, viticulture ou viticulteur responsable. Je suis absolument persuadée que vous l'avez déjà vu et sinon, vous aurez probablement un peu plus l'œil après. Marianne, je vous propose qu'on passe directement à la partie pourquoi, en fait, aujourd'hui, Terravitis est présent à vos côtés, pourquoi le no-tourisme, on s'y intéresse. Eh bien, tout simplement parce que, comme je vous le disais, Terravitis, c'est une démarche globale et responsable et qui est donc fondée sur ces fameux 3 piliers du développement durable et qui infuse finalement dans toutes les pratiques et à chaque étape de réflexion de nos adhérents. Ce n'est pas un sujet novateur pour nous, ou en tout cas, on se pose la question d'y réfléchir parce que déjà l'an dernier, on avait établi une conférence autour de ça, un communiqué de presse. Et pourquoi? Parce qu'on se dit que le no-tourisme, et tu le disais déjà, Martin, en introduction, c'est une opportunité pour diversifier son activité économique. Et quand on a une démarche globale, spécifique à la filière, eh bien évidemment, ça rentre, entre guillemets, dans nos critères, ça permet d'améliorer la résilience économique de son exploitation. Et nous, ce qu'on va décider d'introduire dès 2025, eh bien, ce sont des exigences autour de nos tourismes, mais surtout avec cette version durable. Parce que pour nous, finalement, quand on est un adhérent Terravitis, quand on est engagé dans une démarche responsable, eh bien, finalement, l'ensemble de nos pratiques, l'ensemble de nos activités, elles sont réfléchies, elles sont construites avec cette vocation à être durable et responsable. Et finalement, l'idée, c'est que quand on accueille au caveau, eh bien, les activités proposées fassent complètement écho à la valeur de la démarche et soient durables et responsables. Concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Marianne, si on va juste à la dernière ou avant-dernière slide, on va aller vite. Eh bien, l'idée, c'est d'introduire juste la précédente. Une nouvelle exigence avec cette idée que les adhérents Terravitis engagés dans la démarche, qui sont évidemment des vignerons ou des caves coopératives qui accueillent le cavio, eh bien, on va leur demander finalement de proposer une activité que nous, on va qualifier liée à de l'onotourisme durable. Et l'idée finalement, c'est de répondre à certains enjeux. On va leur demander soit de proposer une activité qu'on va appeler de mobilité douce. On va leur demander de privilégier de visiter le domaine à pied, à vélo ou en trottinette plutôt qu'en 4x4. L'idée étant évidemment de diminuer son impact environnemental. C'est la première des choses. On va leur demander sinon de proposer une activité qui permette de favoriser la transmission d'un savoir-faire, la transmission de valeurs, la connaissance en tout cas du métier à travers des jeux de piste ou des escape games ou des ateliers d'assemblage, tout ce qui va permettre finalement de faire passer un message et de faire découvrir le métier. On va leur demander sinon de proposer une activité qu'on va appeler plutôt une offre, en tout cas d'avoir une offre de restauration durable. Concrètement parlant, vous proposez un déjeuner, un dîner ou bien un accord mets et vins. Eh bien, on leur demandera de favoriser des partenariats locaux, de proposer des produits uniquement de saison ou bien qui viennent des fermes aux alentours. Et dernière opportunité, on leur demande sinon de proposer une activité qui met en valeur l'ancrage territorial, c'est-à-dire le patrimoine bâti. Ça peut passer par notamment la visite de châteaux. Il y a, par exemple, vous avez probablement entendu parler d'un de nos adhérents qui a fait un petit peu la une ces derniers temps, qui est le château de Langaran, avec une visite absolument expérientielle incroyable de leur château. L'idée, en tout cas pour nous, c'est, compte tenu que nous sommes une démarche responsable, évolutive, notre cahier des charges, il n'est pas figé. Il se doit en permanence de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. On discute, on échange avec nos adhérents pour justement faire évoluer la démarche et pour nous, ajouter finalement une exigence autour de l'onotourisme avec cette version durable. Pour nous, c'est un indispensable pour favoriser la pérennité économique des exploitations qui sont engagées. C'est une manière
aussi de sensibiliser le grand public aux enjeux de la filière, à la nécessité, par exemple, de préserver la biodiversité. Et c'est une opportunité aussi de finalement faire écho à la démarche. Parfois, quand on parle de Terravitis, on nous dit « je ne comprends pas trop ce qui se cache derrière la démarche ». Dès lors que nos adhérents accueillent au caveau et expliquent au quotidien leurs engagements et leurs valeurs, eh bien, le message, il passe très facilement. Alors pour nous, l'idée, c'était de les accompagner jusqu'au bout pour que tout ce qu'ils fassent, toutes leurs pratiques, finalement, reflètent leurs engagements. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'introduire ce nouveau volet dans notre cahier des charges. Et si Martin m'avait proposé de participer, c'est parce que, à mon sens, nous sommes la seule démarche certifiante spécifique à la filière qui ajoute en tout cas ce pont-là dans notre cahier des charges. Et c'est un petit peu l'objectif, en tout cas, de ma présentation aujourd'hui, de se dire que oui, il faut développer le no-tourisme, mais oui, il faut toujours avoir en tête que aujourd'hui, l'ensemble de nos activités doivent aussi être durables et responsables pour finalement aussi protéger notre environnement globalement et protéger aussi la résilience de nos exploitations. Merci Anne-Laure. J'ai pas mal de questions pour toi, Anne-Laure, mais je commence donc effectivement en préparant cette réunion, on a constaté tous les deux que l'annonce était très récente, hein, c'est ça, tu viens de la faire au réseau. Vous êtes les premiers à le faire, si je dis pas de bêtises, effectivement. Qu'est-ce qui vous a poussé à appuyer sur la gâchette maintenant? Alors, l'idée, en fait, chez nous, c'est que finalement, dès qu'on a des bonnes idées, des bonnes pratiques, notre cahier des charges, il évolue depuis 25 ans, eh bien, ça se fait pas à pas. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est un sujet que moi, je trouvais intéressant, pertinent. On a déjà évoqué ces sujets-là, je t'en avais touché un mot à l'occasion de nos 25 ans l'an passé. C'était une première étape pour voir est-ce que nous sommes mûrs, finalement, pour intégrer ce type de nouvelles exigences dans notre cahier des charges. Si on le fait maintenant, c'est qu'encore une fois, et je pense que 2024 nous le montre encore plus, les aléas climatiques font que c'est une des opportunités pour diversifier son activité et assurer la résilience, encore une fois, économique de son exploitation. Et donc là, on était mûrs parce qu'on a réfléchi en groupe de travail, mûrs parce que nos adhérents aussi sont prêts à s'engager un peu plus là-dessus et qu'on a réussi à finalement essayer d'écrire comme des grandes lignes qui, pour nous, pouvaient permettre de définir cette fameuse alternative durable à l'onotourisme tel qu'on connaît aujourd'hui. Et comme tu le dis, on vient de faire les annonces officielles il y a une petite dizaine de jours à Paris, parce que notre cahier des charges va introduire cette exigence dès 2025, et donc on était mûrs pour le faire aujourd'hui. Dès 2025, mais de manière progressive, on est d'accord. L'idée, c'est dès 2025, ça arrive dans notre cahier des charges. Nous contrôlons systématiquement nos adhérents tous les ans. L'idée, ça va être qu'en première année, on fait un état des lieux. Nous, quand on parle d'un cahier des charges, en général, il y a plusieurs niveaux de non-conformité. Ce sera en première année une non-conformité mineure. L'idée n'étant pas de leur interdire d'utiliser la certification Terravitis, mais l'idée étant de les sensibiliser, de faire un état des lieux et de mettre en place aussi un certain accompagnement, des partenariats forts aussi pour mettre en place toutes ces activités-là. J'ai une question d'un utilisateur inconnu dans la conversation qui s'inquiète. Un adhérent ne faisant pas de no-tourisme ne pourra plus prétendre à la marque? Non, justement, je le mettais dans une slide. L'idée étant que celles et ceux qui font de l'accueil au caveau et qui proposent des activités no-touristiques sont celles et ceux qu'on ira contrôler. On ne va pas obliger, entre guillemets, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en faire, qui n'a pas le temps, hein, parce qu'on le sait, qui n'a pas la formation, qui n'a pas les compétences de le faire. Non, c'est ceux qui aujourd'hui proposent des activités, on va les accompagner pour s'assurer qu'elles soient de plus en plus durables et responsables. Une question, je pense, qui est relative à la certification en général. Est-ce qu'il y a un coût annuel? Évidemment, il y a un coût annuel. Qu'est-ce qui se cache derrière une certification quand vous êtes engagé dans une démarche certifiante? Déjà, il y a un coût d'audit. Donc ça, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, l'impondérable. Chez Terravitis, suivant la région où vous êtes et suivant surtout la taille de votre exploitation, la tarification de l'adhésion, elle est aux alentours entre, moyenne, on est à 800 € par adhérent. Et est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail le process de certification? Est-ce qu'il y a un audit? Quelle est la durée de Exactement, validité? ouais, on n'est pas revenu là-dessus parce que ce n'était pas l'objectif de la présentation. Mais évidemment, je suis intéressée par Terravitis. J'adhère en tout cas à l'association. Première étape,
on fait un diagnostic ou bien ce qu'on appelle une formation. L'idée étant de faire un état des lieux. On ne va pas vous demander de rentrer dans la démarche et d'être audité si vous ne savez pas ce qui se cache derrière le cahier des charges. Ça, c'est la première étape. Ensuite, si vous avez envie de vous engager, si vous vous sentez mûr, eh bien, dès la première année, vous avez un audit qui est réalisé soit par nos soins, soit par un organisme de contrôle indépendant. L'idée étant que cet organisme de contrôle indépendant est là en gage, en tout cas pour s'assurer qu'on n'est pas là pour vendre une certification. On fait cet état des lieux, cet audit. Vous êtes conforme à l'intégralité des points d'exigence, très bien, vous pouvez utiliser la marque pour le millésime en cours. Vous n'êtes pas conforme au cahier des charges, eh bien, pour cette année, vous n'aurez pas le droit d'apposer sur votre bouteille, en tout cas sur la bouteille du millésime contrôlé, le logo Terravitis. Merci Anne-Laure. Dernière question peut-être. La question c'est, faites-vous le lien avec les territoires vignobles et découvertes et les institutions, donc Office du tourisme et Agence départementale du tourisme? Alors, à l'instant T, l'idée étant que effectivement c'est vraiment une nouveauté, une innovation. Là, on commence effectivement à le proposer. Évidemment, l'idée, on n'est pas seul dans cet état d'esprit. L'idée, c'est de construire, moi j'ai envie de dire, avec tous les acteurs du territoire, cette filière un peu plus durable, cette alternative durable. Nous, on l'a introduit dans le cahier des charges parce qu'encore une fois, elle fait écho à notre démarche et pour nous, c'est dans la continuité. Mais l'idée, c'est effectivement qu'on se mette tous en lien autour de la table pour définir peut-être cette version vraiment alternative à l'œnotourisme tel qu'on le connaît, et puis qu'on partage nos bonnes idées, nos bonnes pratiques. C'est vraiment l'état d'esprit de Terravitis depuis le début, d'un point de vue plutôt technique. L'idée, c'est sur la partie durable, et c'est pour ça aussi que tu m'as proposé, Martin, d'être présente aujourd'hui. Évidemment, réunissons l'ensemble des acteurs qui ont envie de travailler sur ce sujet, mettons-nous tous autour de la table et effectivement, créons évidemment les outils qu'il faut. Allez, une dernière question. Et on a toujours le temps, Marianne? Dernière question. Allez, dernière question de Thierry. Dans la conversation, en termes d'observation de l'économie œnotouristique, est-il prévu ou envisagé d'évaluer dans quelle mesure cette certification peut s'avérer déclencheuse de fréquentation des domaines labellisés? Autrement dit, est-ce que, Anne-Laure, tu as une idée des retombées qu'une certification peut avoir pour un domaine? Alors ça, c'est une excellente question. En général, moi, je le présente comme aujourd'hui, en tout cas, la valorisation, quand on est engagé dans une démarche telle que Terravitis, c'est que certaines portes, certains marchés ne se ferment plus à vous. On le sait très bien, cette demande de démarche responsable démontrée, enfin, en tout cas, avec une certaine preuve d'engagement qui passe par un audit, ça vous permet d'être certain de pouvoir accéder à certains marchés. J'en suis aussi absolument certaine. Certains aussi publics, notamment étrangers, si on pense à des Scandinaves, si on pense aussi à des Allemands ou à des Belges, par exemple, sont absolument fervents de ce type d'engagement-là. Donc moi, je pense, je n'ai pas aujourd'hui de chiffres, parce que comme tu le disais bien, les datas en œnotourisme et dans la viticulture et l'agriculture, c'est compliqué. En tout cas, je suis personnellement absolument persuadée que ça peut être un facteur de déclenchement. Merci beaucoup, Anne-Laure. Merci à vous tous. Bravo, merci. On a entendu une maison, on a entendu un syndicat vigneron, on a entendu une démarche de certification. On va passer maintenant du côté d'un opérateur de voyage, un tour opérateur, qui a fait, donc la Vibonne, dont la fondatrice Pauline va bientôt prendre la parole, qui a fait le choix audacieux, Pauline, d'adopter un positionnement très fortement ancré autour de l'art, de la culture et du vin. Et aussi, Pauline, tu vas nous en dire plus, mais aussi de développer une deuxième activité plutôt de prestation de services auprès des domaines pour les assister dans leur programmation culturelle. Pauline? Oui, merci Martin pour cette introduction et merci surtout pour l'invitation d'Atout France à ce webinaire. C'est toujours très intéressant de rencontrer aussi les autres personnes qui innovent dans le domaine. Là, j'apprends beaucoup depuis le début de ce séminaire, donc merci beaucoup. Alors effectivement, je vais vous présenter la Vibonne et ses activités. Donc cette première slide, c'est un peu notre carte d'identité. Ça me permet de vous dire que juridiquement, nous sommes une agence de voyage donc immatriculée au registre des opérateurs de voyage et de séjour d'Atout France. Nous avons aussi une capacité de transport qui nous permet d'internaliser la fonction transport avec tous nos clients. Mais vous voyez effectivement que nous ne sommes pas que œnotourisme, nous sommes aussi voyage culturel et artistique. Et ça, c'est un petit peu ce qui fait notre différenciation et notre positionnement. Je pense qu'en tant que fondatrice de cette agence,
Je précise que c'est une agence qui est assez jeune, hein, qui a 1 an et demi, et je pense que le positionnement est très important pour se différencier. On a parlé pas mal depuis le début de ce webinaire de différenciation, et c'est vrai que c'est important pour être visible aujourd'hui, je pense. Voilà. Donc, vous voyez aussi sur cette carte d'identité société à mission. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. La société à mission, en fait, c'est un statut, hein, ça émane de la loi Pacte 2019. On connaît bien la RSE aujourd'hui. La société à mission, c'est un petit peu dans cette veine-là. En fait, les sociétés à mission, nous sommes engagés statutairement donc dans des objectifs environnementaux et sociétaux. Donc voilà, dans mes statuts de société, j'ai trois objectifs environnementaux et sociétaux. Donc c'est une société très engagée évidemment dans le tourisme durable, hein. Pour cela, je me suis basée sur la définition du tourisme durable de l'OMT, puisque c'est une notion qui est quand même assez vague et assez utilisée, pas toujours à bon escient. Donc voilà, j'ai été à la source. D'autre part, vous voyez que nous sommes basés à Bordeaux, et c'est vrai que la région Nouvelle-Aquitaine est très engagée dans le tourisme durable. Donc, je me suis aussi basée, quand j'ai créé cette société, sur les travaux qui sont réalisés par la région Nouvelle-Aquitaine, notamment Néoterra. Voilà. Donc, c'est une société, une agence de voyage avec un positionnement assez singulier, et pour autant, c'est une société qui s'intègre assez fortement dans son environnement et dans la vision de la Nouvelle-Aquitaine en termes de tourisme durable. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Marianne, si vous voulez, voilà. La deuxième slide, c'est un petit peu nos différentes expertises. Martin, tu en as parlé, il y a la dimension voyage, hein, je vais vous présenter, puisque je balayerai ensuite 2 ou 3 exemples de voyages que nous proposons. Voilà, donc ça, si vous voulez, la vie bonne est partie de 2 constats. Tout d'abord, les indicateurs de l'œnotourisme, hein, que tu as rappelé tout à l'heure, Martin. Voilà, l'œnotourisme, c'est quand même 11 millions de visiteurs, 40% d'étrangers. Donc moi, quand je vois ce chiffre, je vois aussi 60% de Français, mais on en reparlera par rapport aux cibles. Et donc aussi un potentiel de croissance très fort, puisque comme il a été dit à plusieurs reprises depuis le début de ce webinaire, la part de nos tourismes par rapport aux touristes français est quand même relativement faible, et donc le potentiel de développement, si l'on s'adresse à des clients non consommateurs de vin, entre guillemets, ou qui ne viennent pas que pour ça, on voit un petit peu le potentiel de développement. Donc ça, c'est le premier constat. Donc on est quand même parti si vous voulez, on ne crée pas une agence de nos tourisme en 2023, puisque je l'ai créée l'année dernière, sans regarder un petit peu les chiffres, et on voit bien quand même que le potentiel est très concret. Et puis, nous sommes partis aussi d'un autre constat un peu plus personnel, et là, je suis navrée, ce que je vais un petit peu ébouriffer, mais je le dis quand même. En fait, personne n'a envie de boire du vin toute la journée, hein, même les zonotouristes, ou alors peut-être une part vraiment infime, mais qui a envie de ne parler que de vin, très honnêtement? Qui a envie de visiter 8 domaines dans la journée? Eh ben, nous, on est convaincus que souvent, nos clients, ils ont envie de faire autre chose. Donc voilà, on est parti de ces deux constats-là pour proposer des offres un petit peu différentes. Donc les voyages, on y reviendra, nous allons balayer un petit peu les différentes propositions. La programmation culturelle, oui, c'est une proposition que nous faisons à nos clients, et en fait, ça en découle. Certains domaines, certains châteaux nous disent, voilà, nous, on a envie de proposer un petit peu plus que la dégustation traditionnelle, un petit peu plus que la visite classique déchets. Bon, il se trouve qu'on a une collection d'art qu'on ne sait pas trop valoriser. Est-ce qu'on peut créer une visite autour de ça? Est-ce qu'on peut créer un atelier de dégustation autour de cette collection? Voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer de programmer un concert dans notre parc? Est-ce qu'on pourrait inviter un artiste? Est-ce qu'on pourrait inviter un auteur? C'est vrai que voilà, il y a certains domaines avec lesquels je travaille qui ont plus de 300 ans d'histoire, qui ont vu, voilà, qui ont dans leurs archives des visites de Montaigne, des visites de la Boétie. Donc, il y a forcément quelque chose à valoriser autour de ça. Mais ce sont aussi des domaines qui n'ont pas forcément voilà, une histoire aussi prestigieuse, et pour autant qui ont envie d'aller vers quelque chose d'un peu plus authentique, un peu plus créatif. La troisième partie de notre activité, c'est le développement et la communication, parce que cela va de soi, quand on crée des offres uniques, il faut être visible. Je pense que vous avez tous cette problématique.
le faire et ensuite le faire savoir. Et ça, c'est vrai que c'est une compétence aussi. Donc, on apporte cette compétence-là à nos clients, en sachant qu'on ne va pas sur le terrain de la communication purement viticole, hein. On a des collègues qui font ça très bien. Nous, on essaye de se concentrer sur la communication autour des produits uniques que nous co-créons avec nos clients et partenaires. Voilà. Nous pouvons passer à la slide suivante. Voilà, donc je vous propose de balayer quelques-uns de nos séjours pour vous donner en tout cas une idée concrète de ce que nous proposons. Donc, si on passe la slide, voilà, le premier séjour dont je voulais vous parler, et nous l'adorons, ce séjour, c'est le séjour Dessins et Grands Vins, qui se passe au château Toulouse-Lautrec. Donc, nous avons 2 dates. Nous avions une date au mois de novembre 2024. La prochaine date sera au mois de mars. Donc là, voilà, nous sommes sur un séjour de 4 jours et 3 nuits. Donc, nous aimons bien ce format de retraite un petit peu. Donc, l'idée, c'est de faire intervenir, là, en l'occurrence, une artiste dessinatrice au sein d'un château qui, comme vous le comprenez, a quand même une histoire assez forte autour de la peinture, hein. Donc, c'était la demeure du peintre Henri de Toulouse-Lautrec. Et là, pour un petit groupe de 8 à 10 personnes, nous proposons une immersion de 4 jours avec l'artiste, durant lesquels voilà, il y a bien sûr des ateliers de dessin. Alors, très concrètement, nous abordons 2 techniques, hein, les pastels et l'encre, mais il y a aussi la visite des chais, des repas, bien sûr, au château. L'hébergement est prévu au château. Il y a aussi les visites culturelles que propose ce château. Voilà. Et puis, l'idée n'est pas si vous voulez, de traverser le département pour aller dîner. L'idée est plutôt de rester dans un lieu, un petit peu comme un cocon, et voilà, d'explorer un petit peu toutes les facettes qu'offre ce château, que ce soit l'histoire, que ce soit l'exposition temporaire, que ce soit les vins, bien sûr. Voilà. Donc là, voilà, en plus, ce château propose un spa, donc on a associé la dimension bien-être, hein, qui n'est pas obligatoire, mais qui est appréciable. La slide suivante vous montre un autre séjour voilà, qui s'appelle Philosophie et art de vivre. Donc ça, c'est un séjour qui aura lieu au mois de mars 2025 également, qui se passe dans un château à Saint-Émilion, donc le château Montlot, et durant lequel, pendant 4 jours, un philosophe qui est Xavier Pavie va explorer une thématique. Donc là, nous avons choisi la thématique de la sagesse antique, puisque à l'époque, les philosophes avaient toute une série de techniques, d'exercices spirituels pour accepter la vie telle qu'elle est, voilà, etc. Donc, sans rentrer plus dans le détail, on est dans des exercices de philosophie très concrets avec un professeur de philosophie. Donc, on n'est pas dans quelque chose d'ésotérique, hein, ou de développement personnel. Quoique, on n'en est pas loin, mais on utilise des techniques de la philosophie, qui est bien une science. Et on explore pendant 4 jours très paisibles, dans un environnement particulièrement beau, différentes techniques qui permettent, voilà, de travailler son intellect, mais aussi de déguster du grand vin, puisqu'on est sur l'appellation Saint-Émilion Grand Cru. Il y a également des marches paisibles dans les vignes. Nous prévoyons durant ce séjour une visite de Saint-Émilion, bien sûr, hein, puisqu'il y a toute une dimension patrimoniale aussi et culturelle, puisque vous savez que le vignoble de Saint-Émilion ainsi que la ville sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Vous remarquez peut-être que vous pouvez peut-être passer la slide suivante pour balayer un troisième séjour que j'aime bien, qui est le séjour Art et Grand Vin, et qui se passe en partenariat avec BAT+, qui est la foire d'art contemporain de Bordeaux. Et là, voilà, c'est un séjour un petit peu plus long, mais qui peut être aussi à la carte et moins long, bien sûr, sur quelques jours. Nous explorons les différents châteaux de la région, et ça peut inclure Cognac, hein, nous ne travaillons pas que à Bordeaux. Les différents domaines de la région qui proposent des expositions temporaires. Et il y en a pas mal. Donc l'idée, c'est d'explorer au moment de la foire d'art contemporain de Bordeaux les différentes propositions artistiques qui sont proposées dans la région. Voilà. Vous remarquez peut-être que tous ces séjours ont lieu hors saison. Cela fait partie de nos engagements de ne pas ajouter au surtourisme. C'est-à-dire que moi, souvent, mes partenaires et mes collègues me disent alors comment s'est passée ta saison. Moi, je leur réponds, c'est-à-dire que nous, on a programmé les séjours 2025 durant l'été 2024. Et voilà, l'idée, c'est on a parlé de la Nouvelle-Aquitaine comme une région évidemment éminemment touristique. L'idée, c'est de proposer ces séjours que nous créons, donc vous l'avez compris, sur mesure, qui sont des séjours uniques, qui n'existent pas. C'est là aussi notre valeur ajoutée, hein, d'agence réceptive, de créer des séjours uniques, donc uniquement hors saison. Voilà.
La slide suivante est un petit peu différente parce que je voulais vous dire aussi que nous proposons bien sûr des programmes pour les entreprises. Ça, c'est un séjour que nous adorons qui s'appelle Voile et Grands Vins puisque voilà, nous travaillons sur toute la Nouvelle-Aquitaine notamment et que nous avons une belle façade atlantique et que voilà, nous proposons ce type de produits pour la clientèle corporate et MICE qui fonctionne très bien. Donc avec des journées de team building assez sportives et le soir, voilà, dîner, nuitée au château. Voilà, ça fonctionne très bien. La slide suivante, voilà, on aborde un petit peu plus en détail la programmation culturelle parce que créer des séjours, c'est bien, mais ça s'adresse à une clientèle plutôt alors lointaine entre guillemets, hein, puisque nous, notre cible pourrait, si vous voulez, en cohérence avec notre engagement aussi environnemental, on cible plutôt une clientèle, on va dire française et européenne. Nous pensons qu'il y a un développement assez intéressant, en tout cas un potentiel assez intéressant sur cette clientèle-là, d'autant que quand on parle des Suisses, des Belges, des Hollandais, des Allemands, des Autrichiens, ce sont des clientèles qui connaissent quand même déjà bien le vin et donc qui ont envie potentiellement d'aller plus loin, de ne pas faire qu'une seule dégustation. Voilà, qui peuvent aussi venir pour 4 jours pour une de nos retraites. Voilà, donc c'est une clientèle que nous aimons bien et je précise aussi que tous les séjours que vous avez vus sont, vous l'avez vu, proposés à date fixe, mais qui ensuite, une fois qu'ils sont créés, intègrent le catalogue permanent de la Vie Bonne. Et donc, par exemple, quand nous commercialisons nos offres auprès de nos partenaires tour opérateurs, hein, par exemple ce que nous avons fait durant Destination Vignoble ou d'autres salons professionnels, nous proposons tous ces séjours à la carte. Très concrètement, voilà, si on travaille avec un tour opérateur, quelle que soit la nationalité, il me dit, voilà, moi je voudrais le séjour philosophie et grand vin sur une autre période pour tel nombre de personnes. Ça, c'est quelque chose que nous faisons, bien entendu. Voilà. La programmation culturelle, c'est-à-dire qu'on a vite compris que les séjours, c'était bien, mais que ce n'était pas suffisant, que nos partenaires châteaux et domaines, où qu'ils soient en France, avaient envie de proposer aussi on va dire des formules plus récurrentes et aussi plus adaptées à la clientèle locale. Alors là, vous allez voir, j'en reparlerai parce que la clientèle locale, en tout cas régionale, c'est quand même très important pour nous. Contrairement peut-être à d'autres, on ne va pas essayer d'aller chercher toujours plus loin et toujours plus. On va plutôt essayer aussi de proposer des choses pour des gens qui sont proches. Nous sommes convaincus que le bassin on va dire régional est très intéressant. En plus, en Nouvelle-Aquitaine, on a quand même beaucoup de nouveaux arrivants. Donc, ce sont des gens qui ne connaissent pas encore le vin et qui pour autant s'y intéressent. Donc, la programmation culturelle, ça consiste à proposer aux domaines et aux propriétés viticoles des actes, des événementiels autour de l'art et de la culture. Donc, ça peut être des arts visuels. Nous avons des partenaires avec qui nous travaillons pour créer des expositions temporaires, par exemple. Ça peut être des concerts et ça peut être aussi des ateliers artistiques, comme nous le faisons durant les séjours. Donc, ça peut être très concrètement organiser un week-end au château. Ça peut être créer une saison culturelle, voilà, c'est-à-dire une série d'événements pendant 6 mois. Ça peut être créer une soirée avec un concert ou une rencontre avec un artiste, une rencontre avec un auteur. Et nous, dans ce cas-là, nous intervenons pour programmer les artistes. Nous allons chercher dans notre réseau les artistes. Et surtout, ce qui est important, c'est que nous ne recréons jamais la même formule. C'est-à-dire que la première étape, c'est que nous allons à la rencontre du domaine et nous essayons d'explorer un petit peu l'histoire, l'ADN du lieu, pour trouver aussi, en fonction, et c'est très important, du goût du propriétaire ou de la personne qui s'occupe de l'onotourisme, faire quelque chose qui ressemble au domaine. La slide suivante présente les ateliers que nous animons. Ça fait partie de la programmation culturelle. Alors, ce sont des ateliers que nous animons au château, enfin, dans les domaines, en entreprise ou dans d'autres lieux. Par exemple, le vin et la littérature. Je vous donne un exemple. Le vin et la littérature et l'art et le vin sont 2 ateliers que nous faisons de façon récurrente. Très concrètement, tous les premiers mardis du mois, à Bordeaux, dans une galerie d'art, nous animons l'atelier art et le vin, donc là, ouvert au grand public. Donc, durant 2 heures, nous explorons c'est un très bel atelier 4 couleurs, avec 4 vins, donc un vin blanc, un vin rouge, un vin orange et un vin liquoreux. Donc, autour de ces 4 vins, nous abordons le lien entre l'art et le vin. Donc, ça va bien sûr du lien, on va dire historique, hein, puisque depuis l'Antiquité, l'art et le vin sont liés, bien sûr, ne serait-ce qu'à travers la figure de Dionysos.
Mais aussi, il y a beaucoup d'autres liens, c'est-à-dire comment oser aller vers le vin, tout comme on ose aller vers l'art. On explore un petit peu toutes ces questions du beau, du bon. Voilà. Et puis évidemment, il y a aussi tout le lien avec les couleurs qui sont très intéressantes. Le vin et la littérature aussi, c'est un atelier que l'on propose pour le grand public. Je vous donne un exemple. Nous avons un atelier vin et littérature spécial Noël que nous animerons au mois de décembre dans un bar à vin spécial pétillant naturel. Donc, on sera sur quelque chose d'encore différent. Voilà, ce sont des exemples et ce sont nos ateliers aussi que nous adaptons à la carte pour des propriétés qui souhaiteraient l'intégrer à leur offre de tourisme. Donc, nous proposons, si vous voulez, une sorte de médiation et nous créons du contenu pour les châteaux qu'ils souhaitent ou les domaines qu'ils souhaitent. Bien sûr, adapté à leur vin et adapté potentiellement à leur histoire ou à la collection d'art dont ils disposent ou aux liens qu'ils peuvent avoir avec la littérature. Voilà, ce sont des exemples. Pauline, je me permets de t'interrompre, je suis désolé, parce que bien sûr. j'aimerais qu'on ait le temps de te poser quelques questions, Oui. si ça te va. 2 questions qui se recoupent un peu. Cet accompagnement que tu proposes a-t-il lieu dans toute la France? Et des domaines hors Nouvelle-Aquitaine ayant déjà une offre culturelle constituée, peuvent-ils s'adresser à ton agence pour les commercialiser? Alors, 2 questions. Oui, dans toute la France. Alors écoutez, moi je serais absolument ravie. C'est une agence qui est assez jeune, donc on fait les choses, on va dire, calmement et sérieusement. Donc la réponse est oui, et c'est tout à fait envisageable à la carte. Nous travaillons déjà un petit peu avec la Provence, nous travaillons un petit peu déjà avec la Champagne. Nous adorons Cognac, mais voilà, et je sais qu'il y a des régions qui s'y prêteraient parfaitement. Nous choisissons nos partenaires avec grand soin. Donc, la meilleure réponse, c'est voilà, prenez contact avec l'agence et ce sera avec plaisir qu'on étudiera les possibilités, bien sûr, mais sans problème. Oui, oui. Et la deuxième question, Autre oui, question. tout à fait. Oui, pardon, vas-y. La deuxième question que tu m'as posée, c'était sur la commercialisation des offres existantes, absolument. Et Marianne, je vous propose peut-être c'est le lien avec la slide suivante sur le développement et la commercialisation, justement. C'est voilà, c'est ça. Non, c'est celle d'avant, Marianne. Voilà. Oui, tout à fait. Nous avons effectivement un service de communication pour les offres culturelles et œnologiques. Voilà, nous avons une expertise de relations presse, relations publiques, donc ça va, voilà, relations presse, mais aussi organisation de vernissage, organisation d'événements. Ça, c'est tout à fait quelque chose que nous faisons. Je vous ai mis quelques exemples de retombées presse. Donc, oui, tout à fait. Les offres existantes sont tout à fait intéressantes aussi, bien sûr. Et autre question, Pauline, est-ce que l'offre de service peut s'adapter à des lieux culturels autres que domaines et châteaux? Oui, absolument, parce que les liens sont forts. En fait, moi, je considère que les domaines viticoles ne sont pas que des domaines viticoles. Vous avez compris à travers les séjours que nous organisons que les domaines viticoles sont aussi des domaines comment dire, touristiques, des lieux touristiques, des lieux culturels, des lieux historiques. Voilà, moi j'aime bien croiser les mondes, ne pas enfermer chacun dans sa petite case. Donc oui, puisque pour moi un domaine viticole, alors j'ai commencé mon activité avec les domaines viticoles puisque c'est aussi eux que je connais bien de mon expérience avant. Mais oui, c'est tout à fait possible de faire entrer le vin dans des lieux artistiques, par exemple. Merci beaucoup, Pauline. On passe à la suite, Marianne, parce que je me rends compte qu'on a dérapé niveau timing. Et donc, du coup, on va traverser la France, on va passer de Bordeaux à l'Alsace, et on va s'intéresser à l'initiative mise en place par le CIVA, donc le Comité interprofessionnel des vins d'Alsace, ou comment une interprofession peut encore réinventer la communication autour de ces vins, de ces terroirs, de ces destinations, à travers une programmation événementielle un peu inédite. Et je vais laisser la parole à Philippe Bouvet, directeur marketing du CIVA, et Mathias Serquet, chargé de projet événementiel. Philippe, vous voulez commencer? Absolument, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et bravo à l'ensemble des speakers précédents parce qu'on a là des initiatives qui sont assez merveilleuses et qui sont toutes marquées par un vrai trait de cohérence. Voilà, c'est ce que je vois tout de suite à première vue. Je vais faire une courte introduction avant de laisser la parole à Mathias, qui a été la cheville ouvrière de ce projet absolument incroyable. Quelques mots d'intro pour quand même vous résumer en quelques mots quelle est l'approche marketing du CIVA pour les vins d'Alsace depuis maintenant quelques années. Je vais peut-être un tout petit peu casser l'ambiance.
Mais c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit qu'on est sur une filière, la filière du vin, qui fait quand même face à des défis absolument énormes, parfois inquiétants, de déconsommation, de désamour, et on fait partie de ces rares filières qui montrent des indicateurs conso aussi inquiétants. Donc, on a une responsabilité qui est absolument colossale en matière de marketing et de communication. C'est de réinventer tout ça, c'est de faire bouger les lignes. Et donc, quelque part, l'approche marketing des vins d'Alsace, elle se caractérise par une ambition très forte, par une audace. Je crois que c'était le terme notamment employé par Sophie Fréchet au tout début, l'audace, la volonté de pas de côté. Je crois que la filière vin ne peut plus se payer le luxe de rester dans une position statique. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse des pas de côté. Et quelque part, en synthèse, le CIVA et les vins d'Alsace se positionnent un peu comme un agitateur de la filière vin. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire en matière de marketing et de communication. Alors, sur le slide suivant, on se permet quelque part une petite... les anglo-saxons appellent ça une provocation, avec la nuance que les Français... pas une provocation au sens négatif, mais notre conviction, c'est que derrière la notion de no-tourisme, il y a certainement une précision à faire, et que souvent, on essaye de rentrer par le no-tourisme, mais pour nous, c'est pas tant que ça une porte d'entrée. Le no-tourisme, ça reste un levier marketing, et notre conviction, c'est que les acteurs qui sont très bons en no-tourisme, quels qu'ils soient, les acteurs, c'est un domaine viticole, c'est une asso, c'est une interpro. Bref, les acteurs qui sont très bons en no-tourisme, c'est d'abord des acteurs qui sont très bons en marketing au sens large. Et avant de vouloir très bien faire du no-tourisme, il faut être convaincu qu'on a envie de mettre des moyens pour définir une stratégie marketing puissante, précise et cohérente. On n'a jamais vu en Alsace un domaine excellent en no-tourisme s'il n'est pas d'abord excellent en marketing. Voilà. Donc ça, c'est une petite intro, mais qui nous semble absolument fondamentale à dire, parce que ce n'est pas le point de départ, le no-tourisme, c'est un levier d'expression, et quelque part qui est là pour magnifier notre environnement direct, le capitaliser dessus, et finalement être en capacité de nous présenter, nous tous, individuellement, collectivement, sur notre meilleur jour. Alors, on a deux exemples. Le premier exemple, le slide suivant, un exemple parmi toutes les initiatives qu'au sein du service marketing, on essaie de déployer, c'est comment on peut déployer quelque part une mise en lumière massive auprès du maximum de public possible à travers le média, et notamment à travers un des points de force qui constituent les vins d'Alsace, qui sont ces terroirs. Et donc, les terroirs alsaciens, la notion de terroir est une notion qui est absolument fondamentale dans notre stratégie marketing. Et c'est pour cette raison, par exemple, qu'on a été le premier vignoble, en fait, finalement, à accéder aux petits et aux grands écrans, puisque vous avez peut-être dû voir en mai, à partir de cette année, et puis encore en ce moment au cinéma, des spots publicitaires diffusés sur BFM, sur RMC ou dans l'ensemble des cinémas de France, que sont Mediavision, UGC, même YouTube, avec deux formats de 30 secondes qui sont là pour valoriser les terroirs alsaciens et faire en sorte que notre environnement direct que sont les terroirs. Ça, c'est un exemple média. Et ce qu'on aimerait faire, c'est partager avec vous un autre exemple, qui n'est pas un exemple média, mais qui est un exemple événementiel à travers le lancement de cette tournée des terroirs. Mathias. Merci, bonjour à tous. Merci Philippe pour l'introduction. Je vais effectivement donc vous présenter notre projet de dispositif événementiel qui est la tournée des terroirs, qui a été lancé à l'occasion des 70 ans de la Route des Vins en 2023 et qui a connu depuis une deuxième édition. La troisième édition d'ailleurs est dans les tuyaux et nous sommes actuellement en train de travailler sur donc une troisième édition qui aura lieu au courant de l'été 2025. Alors la tournée des terroirs dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une série d'événements collectifs qui s'étalent sur plusieurs semaines au cœur du vignoble alsacien.
chaque dimanche. Donc on se promène en fait du nord au sud, hein, sur les 170 km environ de route des vins que nous avons à disposition. Donc on se promène en fait de terroir en terroir pour mettre en avant justement les vins et la pluralité, on dira, des vins que vous pouvez découvrir en Alsace. Donc, on a la chance de disposer en fait d'une mosaïque de sol qui est vraiment très riche. Et donc, vous pouvez retrouver des vins qui sont vraiment très différents, que vous soyez au sud de la région ou au nord de la région. L'idée, donc, vous l'avez compris, c'est de faire la promotion donc, de ces vins à travers cette série d'événements qui est donc intégralement chartée et codifiée, donc pilotée par le CIVA, mais c'est un événement collaboratif entre donc, les opérateurs, hein, les différentes producteurs, les maisons productrices de vin, et puis donc l'Interpro. Donc, on a mis en place un accompagnement qui est très poussé auprès justement des acteurs du terrain pour mettre en place cet événement. Alors, par la nature justement de cette opération, c'est vraiment quelque chose, donc c'est une première, hein, dans tout le milieu viticole français. C'est également le plus gros dispositif événementiel dans l'histoire de notre filière viticole ici en Alsace. Alors c'est un gros dispositif effectivement. La slide suivante le précise bien. Donc je vais rentrer vraiment dans le. Alors j'ai l'impression que vous n'avez pas tous les éléments s'affichent au fur et à mesure. Voilà, donc vous avez les différents éléments qui composent en fait les étapes de la tournée des terroirs. Donc la première édition était une édition un peu particulière et une édition anniversaire pour les 70 ans de la Route des Vins. Nous avons étalé en fait le cycle sur près de 4 mois avec 15 dates consécutives. Le projet a évolué ensuite sur la deuxième année avec donc 2 mois pardon, et 8 dates consécutives entre début juin et fin juillet. Donc une promesse assez simple, un événement inédit et différent chaque dimanche, ouvert à tous les publics, qu'ils soient bien sûr donc novices ou également experts du vin, et puis également les pros. Donc on s'adresse soit au grand public mais également aux professionnels. On anime donc 8 lieux du nord au sud, je vous l'ai dit, du vignoble alsacien, pour mettre en avant donc des vins qui sont issus des appellations Grand Cru, donc des 51 Grands Crus alsaciens, des lieux-dits, hein, donc les lieux-dits, on en dispose vraiment de plusieurs centaines en Alsace, et puis les appellations communales. Et enfin, donc l'idée, hein, c'est vraiment de proposer en fait un concept bien défini à nos visiteurs. Donc c'est une journée en fait où vous êtes au cœur du vignoble, avec une ambiance très décontractée, très chill, pardonnez-moi l'anglicisme, mais le terme s'applique très bien ici à ce projet. On propose donc tout au long de la journée donc un bar éphémère qui propose une carte composée de 100% des vins du terroir mis en avant au cours de cette journée. Une série également d'ateliers donc autour de la découverte des vins, avec 3 types d'ateliers que sont donc l'atelier de dégustation. Donc on est sur un atelier de dégustation ouvert à tous, on dira, donc vraiment de la vulgarisation ou en tout cas de l'initiation à la dégustation. On a des ateliers également qu'on appelle en mouvement. Donc ces ateliers, on va être plutôt sur des activités sportives ou ludiques. Ça peut être on avait par exemple cette année une sortie en Solex, on a des visites guidées autour de la biodiversité, autour de la géologie. Enfin voilà, c'est vraiment des thèmes qui peuvent être assez variés, et puis des ateliers d'approfondissement. Donc je vous l'ai dit, l'idée c'est de s'adresser à tous les publics, et donc les ateliers d'approfondissement, ce sont des ateliers qui sont un petit peu plus pointus sur les dégustations qui peuvent être par exemple des verticales commentées par des œnologues ou les producteurs eux-mêmes. Et puis on met un point d'honneur effectivement à avoir une ambiance particulière sur cette journée, avec donc une série de DJ sets notamment et de musique d'ambiance. Alors c'est des musiques qui s'adaptent tout à fait à l'événement sur voilà, un fond sonore, et donc qui permettent de passer la journée de manière tout à fait agréable au cœur des vignes. Et enfin, on a un espace ludique qui s'adresse aux enfants et aux familles, avec une série de jeux qui sont à leur disposition, un espace aussi de création collaboratif, avec un tableau qui était à leur disposition aux enfants, mais pas qu'aux enfants d'ailleurs, avec des crèches, ce genre de choses. Enfin voilà, c'était
un panel d'activités qui était proposé et qui est toujours proposé, pardon, sur l'ensemble de cette journée. Alors, ça, c'est la face grand public, on dira, du dispositif. Mais bien sûr, ce dispositif, il nous demande un travail considérable de préparation. Cet événement, en fait, on le prépare en amont et ça nous prend en fait plusieurs mois dans l'année. L'idée en fait du SIVA, c'était de proposer un événement le plus clé en main possible pour nos opérateurs, qui va en fait de la définition du concept jusqu'à sa réalisation. On sait en fait que les viticulteurs et les différents producteurs ont des métiers qui sont vraiment très complets et souvent en fait le temps vient à manquer quand il s'agit de proposer opération un peu innovante comme c'est le cas ici. Donc l'idée du SIVA, c'était vraiment d'accompagner au maximum les producteurs pour la réalisation de ces différentes étapes. Donc, en termes je dirais, d'accompagnement d'opérationnel, je vous l'ai dit, donc on part de la définition même du concept, donc le choix des lieux, voilà, la réalisation, les axes qui sont suivis pour la mise en avant du terroir sur, par exemple, la sélection des ateliers. Il y a aussi un accompagnement qui est assez conséquent au niveau de l'administratif. On se charge notamment des déclarations SACEM, des déclarations administratives auprès des préfectures, des services de secours. Ensuite, tout ce qui va être vraiment technique, donc la mise en place du matériel, l'installation, pareil, ça, c'est des choses qui sont gérées. Et au final, pour vraiment simplifier cet événement, il y a une préparation en amont de la part du vignoble qui va donc définir en fait son programme. Et puis le jour J, en fait, nous, on essaye que vraiment les acteurs du terrain aient vraiment le travail qui en fait leur revient, c'est-à-dire faire la promotion de leur vin, être présent derrière le comptoir et puis en fait conseiller donc les différents visiteurs qui nous rendent visite sur les différentes étapes. Alors, on peut passer à la slide suivante si vous le voulez. Je vous ai compilé quelques chiffres simplement donc pour la tournée des terroirs en deux éditions, pardon. Donc, on met un point d'honneur à ce que chaque étape soit unique. Si même on a en fait une structure qui est la même pour toutes nos étapes, on a tout de même un programme qui est à chaque fois unique. Donc vous le voyez, on a 114 ateliers différents, donc thématiques différentes qui ont été abordées sur 23 étapes. Donc on a vraiment une richesse de programmes qui est proposée à nos visiteurs. En deux éditions, on est surtout très fiers de ce chiffre. C'est 214 entreprises qui ont pris part à ces 23 étapes sur environ 750 entreprises recensées dans le vignoble alsacien. On a déjà mis en avant 67 terroirs, dont 25 grands crus sur nos 51 grands crus. Plus de 600 vins ont été mis à la dégustation donc, de nos visiteurs. Des vins, bien sûr, 100% issus de terroirs. Donc, c'est ce dont on vous parlait un tout petit peu plus tôt. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est pas de parler en termes de cépage, mais ici de terroir. Et donc, d'avoir vraiment les spécificités de chaque secteur que l'on visite par semaine. En termes de visitorat, donc, on a accueilli plus de 14 000 visiteurs. Et surtout, un chiffre important, 77% de ces visiteurs étaient âgés de moins de 44 ans. Donc c'est vraiment une offre qu'on a décidé de mettre en place pour parler au plus grand nombre, mais qui plaît effectivement à des visitorats et à des clientèles qui sont assez jeunes. Et puis en termes de retombées, donc on a eu quand même 135 retombées directes dans les médias et la presse en moins de 2 ans, et notamment donc un trophée qui nous a été remis par Terre de Vin pour donc la promotion d'un terroir. Nous étions donc coup de cœur du jury pour cette année 2024. La suite des slides, voilà, je vous ai simplement compilé quelques photos pour que vous ayez une idée de l'ambiance qui est mise en place au cours de ces étapes. Alors, vous pouvez juste revenir un tout petit peu moins vite et revenir sur la slide précédente, excusez-moi. Voilà, donc on avait donc ce bar éphémère qui se déploie à chaque fois au cœur des vignes, avec une carte au minimum de 15 références et jusqu'à 50 références, donc qui évolue chaque semaine, donc vous ne retrouverez jamais la même carte des vins.
La slide suivante, donc l'espace détente, ce côté vraiment bon enfant, bonne ambiance, hein. On est vraiment au pied des vignes, au cœur vraiment du vignoble, et on a une ambiance, une atmosphère insolite qui se met en place. Voilà, avec donc un visitorat qui est très varié. On a souvent de très belles vues. On a la chance en Alsace d'avoir du relief et beaucoup de châteaux, donc on est souvent à proximité de ruines historiques, des très belles vues, et donc une ambiance musicale qui est vraiment léchée tout au long de la journée. Les 3 types d'ateliers dont je vous ai parlé, donc voilà, vraiment une approche de la dégustation pour le grand public, une approche un petit peu plus pointue avec des ateliers très, très spécifiques qui sont menés par des œnologues, et puis également des ateliers qu'on appelle j'y vais, je fais, où là vous avez vraiment de la randonnée, de l'observation d'oiseaux, enfin, n'importe quel sujet annexe, on dira, à la viticulture, mais qui est bien sûr très lié au sujet. La slide suivante, c'est également quelque chose de très important pour le CIVA et pour cet événement que nous avons mis en place. Ce sont des choix forts au niveau de la conception. Donc l'approche est vraiment responsable sur cet événement. Vous l'avez compris, on est au milieu des vignes, donc il n'y a tout simplement pas de réseaux qui sont disponibles, que ce soit électrique ou d'eau courante. Donc on a opté pour une alimentation 100% solaire, avec des panneaux solaires et des batteries qui sont alimentés en fait toute la journée justement par cette énergie renouvelable. Le mobilier, il s'agit uniquement en fait de mobilier recyclé ou upcyclé notamment. Donc on a, vous voyez, pas mal de mobilier en palette. On a également un partenariat avec Emmaüs pour lequel on loue du matériel. Donc vraiment, on essaye d'avoir un impact assez limité sur notre environnement au travers de cet événement. L'ensemble de nos partenaires sont issus vraiment d'un bassin très local, hein, autour de la région Alsace. Il y a, voilà, il y a une vraie attention qui est apportée au niveau de l'approche RSE sur cet événement. La slide suivante, également quelque chose qui est marquant sur cet événement, c'est donc la tournée des terroirs est parfaitement adaptée en fait au partage sur les réseaux sociaux. Et donc tout au long en fait du déroulé de la tournée des terroirs, on a des partages vraiment massifs, voilà, de tous nos utilisateurs, des mises en situation. Enfin voilà, c'est assez parlant sur les quelques images que je vous ai mis à disposition. Et enfin, un dernier point qui nous semble également très important, c'est vraiment quelque chose qui est fait, cette tournée des terroirs, main dans la main en fait entre l'Interpro et les différents opérateurs que nous représentons. Et donc on a une vraie émulation et je dirais une fierté de la part de nos opérateurs de participer à cet événement qui a un accueil plus que positif de la part du public. Voilà, j'ai fait le tour le plus rapidement C'est super, possible. c'est super. Merci Mathias, merci Je vous en Philippe. prie. Petite question pour commencer. Comment, quand on est une interprofession, on arrive à embarquer un collectif autour de cette initiative ambitieuse, vous l'avez dit, et logistiquement lourde à gérer? C'est une vraie tournée de festival. Oui, tout à fait. On utilise en fait beaucoup de codes, hein, d'ailleurs d'un festival de musique. Je parle sous contrôle de Philippe, mais je pense qu'on a fait preuve de beaucoup de pédagogie et d'échange en fait avec le terrain. On a pris quand même le temps d'expliquer ce sujet. Et on a surtout en fait la chance d'avoir eu un retour de la part du public qui était vraiment fort, une appréciation très forte de l'événement par le public. Voilà, la mayonnaise a pris dès la première année très facilement. J'ai une petite question dans la conversation. Combien de personnes sont dédiées à Et pour l'organisation de compléter, en l'événement? fait, le fait que ce soit clé en main, Oui, je vous en prie, allez-y Philippe. pardon, le fait que ce soit un dispositif clé en main, ça participe aussi grandement à l'adhésion du terrain, parce que quasiment 90% de l'événement, il est conçu clé en main par le CIVA, et les 10% restants, c'est la personnalisation de chaque projet individuel, parce que rien ne pourra être fait 100% par le CIVA, et c'est d'ailleurs même pas notre intention, parce qu'il faut qu'à un moment donné, le bébé, on le passe, mais le caractère clé en main est très très important.
Et alors justement, pris dans sa globalité, c'est une question dans la conversation. Est-ce que vous savez combien de personnes sont dédiées à l'accompagnement de cet événement? Alors, au sein du CIVA, on a mon poste, bien sûr, qui est dédié en grande partie à la suivi de ce dossier. Et mes collègues du pôle contenu, bien sûr, m'accompagnent sur la réalisation de ce projet. Philippe, tu me contrediras Oui, si oui, nécessaire, mais je pense c'est qu'on est ça. Et sur. on a travaillé à beaucoup d'efficacité aussi dans la conception pour faire en sorte d'automatiser certaines tâches, de codifier des tâches pour que ce soit le plus efficace. Mais on est sur un ratio extrêmement efficace. Et ça fait le pendant avec l'autre question, le budget. C'est évidemment plusieurs centaines de milliers d'euros, mais c'est certainement un des budgets les plus efficient quand on mesure l'ensemble des impacts, que ce soit d'émulation de filières, de retombées médias, de retombées réseaux sociaux, de points de contact. Voilà, et c'est clairement un des budgets les plus efficacement investis. Autre question, en lien avec l'approche RSE recherchée autour de cette tournée, avez-vous développé et proposé aux visiteurs des solutions de transport collectif ou de mobilité douce spécifiques autour de la tournée? Alors absolument, j'ai pas abordé ce point, mais on a effectivement une partie en fait de notre site web qui est dédiée aux mobilités douces, pardon, pour rejoindre l'événement. Donc on a, après, ce sont des outils, mais on a un widget Blablacar notamment qui est bien mis en avant pour rejoindre les différents lieux de la tournée. On a également la chance en Alsace en fait d'avoir un réseau de pistes cyclables assez dense. Et du coup, on est toujours à proximité d'une piste cyclable. Donc pareil, on a un itinéraire cyclable qui est toujours mis en avant sur les différentes étapes pour rejoindre le site. Merci beaucoup et merci d'avoir présenté cette initiative, d'avoir répondu à nos questions. Je voudrais maintenant qu'on ait on a dépassé le timing, mais qu'on ait le temps quand même d'écouter Sarah pour le No Tourisme Lab. On a eu pas mal d'initiatives, on a eu pas mal d'innovations ce matin. On voulait conclure avec toi, Sarah, par un outil d'accompagnement de l'innovation en matière de no tourisme. Sarah, tu prends la parole? Oui, oui, tout à fait. Vous m'entendez bien? Très bien. Tout d'abord, un grand merci pour l'invitation d'Atout France à Marianne de nous avoir sollicité autour d'un sujet qui nous passionne et qui nous occupe tout au long de l'année. C'est un plaisir de participer à ce format de l'autre côté et de découvrir toutes les initiatives innovantes du jour et inspirantes pour nos territoires. Alors moi, je m'appelle Sarah Amrani et je suis chargée d'innovation en tourisme à le No Tourisme Lab depuis un an. Je vais vous présenter en quelques mots le No Tourisme Lab et toutes nos infos sont bien sûr disponibles sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Le No Tourisme Lab a été créé en 2018 et on est localisé à l'Agence de développement touristique de la Marne en Champagne. On s'appuie sur un réseau d'experts en fait pour proposer un accompagnement spécifique et personnalisé à nos porteurs de projets. Depuis le premier appel à projet, c'est plus de 60 porteurs de projets qui ont bénéficié d'un accompagnement. L'accompagnement peut justement prendre plusieurs formes et s'adapte aux porteurs de projets, que ce soit un accompagnement complet, des ateliers regard d'experts ou tout simplement de la mise en réseau. Quant à notre actualité, récemment, on a clôturé notre appel à projet et dans le but de recruter les futurs porteurs de projets de la promotion 2025, qui commencera en février 2025. Toute l'année, on peut traiter les candidatures, entre guillemets, et accompagner de façon ponctuelle les porteurs de projets œnotouristiques innovants. Donc, n'hésitez pas, on est à votre disposition toute l'année pour tout type de porteurs de projet, que vous soyez indépendant, en reconversion ou même auprès de structures bien établies qui voudraient développer leur offre no touristique, domaines, vignerons, prestataires touristiques. Je ne les cite pas tous. De mémoire, je peux vous citer quelques projets qui ont été accompagnés par mes soins ou par mes prédécesseurs. À titre d'exemple, et c'est une liste non exhaustive, c'est la slide d'avant. Merci Marianne. Oxine Studio qui propose une expérience de dégustation en plusieurs étapes avec une narration basée sur les micro-organismes et ce qui se passe dans le champagne ou tout autre vin ou liqueur, mais pendant la vinification, pardon. Marianne, tu peux revenir à la slide d'avant, hein, je reste sur le No Tourisme Lab pour l'instant. Je pense aussi à Barbara Sallier qui propose des séances de sophrologie dégustation en Champagne ou dans toute la France. The Art of Wine, tout à l'heure, on a parlé de conjuguer le vin et l'art de la dégustation. Age of Champagne, qui est un jeu de société qui permet de découvrir le terroir, ou Amorescence, qui est une agence qui propose des événements œnologiques sur mesure autour des vins bio et biodynamiques et bien d'autres à découvrir sur notre site.
Concernant la localisation de nos porteurs de projets, je parle beaucoup de la Champagne, mais le No-Tourisme Lab peut accompagner des porteurs de projets partout en France. Et on s'appuie pour cela sur un réseau d'incubateurs dédiés au tourisme qui se regroupe autour du réseau France Tourisme Lab. Donc, c'est une bonne transition pour moi pour vous présenter justement le réseau France Tourisme Lab. Alors, France Tourisme Lab, merci Marianne, est un réseau du coup d'incubateurs situé partout en France. On en est membre officiel depuis 2019 et France Tourisme Lab est le premier réseau mondial d'incubateurs et d'accélérateurs touristiques qui a été lancé par la DGE en 2016. Il vise à soutenir l'esprit d'innovation au sein de notre écosystème et à renforcer la visibilité, bien sûr, des projets qu'on accompagne, des porteurs de projets qu'on accompagne tous. Depuis sa création, le réseau, dans sa globalité, a accompagné environ 400 startups. Et le réseau aussi sert d'interlocuteur auprès d'institutions telles qu'Atout France. En 2024, on peut citer comme action commune marquante les collaborations sur différents salons dans le but de valoriser nos startups et de valoriser nos actions communes. Je pense à Destination Vignoble, au Corner Innovation qui a été mis en place par Atout France ou sur IFTM, e-tourisme, etc. Pour 2025, on prévoit le lancement d'un programme Interlab, donc travailler ensemble pour mutualiser les ressources de chaque lab et notamment un CRM commun et valoriser nos startups accompagnées. Voilà, j'ai essayé de rattraper un petit peu le retard, d'essayer d'être assez concise, mais je suis à votre disposition pour vous parler de No-Tourisme Lab. Et j'ai déjà vu 2 questions concernant le No-Tourisme Lab dans Tout le à dans le fait. fil de Tout discussion. à fait, Sarah. On y va. Alors, question de Maxime. Est-ce qu'il est possible de déposer un projet pour l'appel à projet de 2025? N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je verrai auprès de notre comité de pilotage. En tous les cas, on répond bien sûr à toutes les demandes. Et autre question, est-ce que tu peux illustrer comment se traduit concrètement l'accompagnement de le No-Tourisme Lab? Oui, tout à fait. Donc, après avoir été sélectionné par notre pré-jury et notre jury final, on accompagne les porteurs de projets selon leurs besoins, donc en travaillant sur le design de l'offre, en travaillant sur le concept proposé par nos porteurs de projets. C'est un travail qui est plus ou moins long pour arriver à une roadmap ou un business plan et surtout mettre en relation nos porteurs de projets avec nos partenaires, qui soient des prestataires, des vignerons, des domaines ou des clients potentiels, que ce soit en B2B ou en B2C, afin de tester l'innovation et de prendre la température en fait du marché cible. Donc, je peux pas donner un cadre spécifique puisque chaque porteur de projet en fait est à un état d'avancement différent, à un projet entrepreneurial différent et on s'adapte tout simplement aux besoins. Hier, je pense par exemple, on était présent au Grand Pitch qui est organisé notamment par la CCI et ses partenaires et ça permet à nos porteurs de projets, à titre d'exemple, de rencontrer des business angels. Donc, c'est au-delà de la rencontre pour un financement potentiel, c'est aussi le moyen de tester son pitch, de tester son innovation et de l'interroger. Est-ce que l'accompagnement prévoit aussi un volet d'accompagnement sur l'ingénierie financière? Alors, nous, on ne va pas fournir directement en fait de financement, mais tout à fait, disons que nous, on redirige nos porteurs de projets vers des partenaires qui sont en mesure de financer l'innovation. Est-ce que, Sarah, il y a des critères spécifiques pour la sélection des entreprises? C'est une très bonne question. Alors, concernant le statut des porteurs de projets, on est très ouvert, il n'y a pas de restriction. C'est-à-dire que c'est ce que je citais tout à l'heure, que vous soyez salarié en reconversion, avec un statut d'auto-entrepreneur, que vous ayez déjà créé votre structure ou non, il n'y a pas de restriction. Après, c'est vrai que par rapport à l'évaluation du porteur de projet, on va avoir des critères qui sont accessibles hein, sur notre site internet, il n'y a pas de secret. On va juger l'innovation, la viabilité du projet, on va travailler sur la concurrence, sur la connaissance de la concurrence par le porteur de projet, mais c'est absolument pas rédhibitoire. On est là aussi pour accompagner le porteur de projet dans cette connaissance du marché. On va aussi bien sûr s'attarder sur les questions d'impact et de durabilité. Et enfin, sur les ressources qu'a le porteur de projet. Et quand je parle de ressources, je ne parle pas évidemment de ressources financières directement, mais des compétences qu'il a à apporter dans le développement de son projet. Merci beaucoup, Sarah. Alors, on a beaucoup dérapé. Frédéric, est-ce que tu veux prendre la main pour la conclusion?
Avec plaisir. Bonjour à tous. Un grand merci. C'était formidable de vous entendre tous. C'est pas grave si on déborde. Le sujet mérite qu'on s'y intéresse plus profondément. Je pense que ce webinaire est le début d'une longue série dédiée à l'œnotourisme. En tout cas, n'hésitez pas à nous suggérer des interventions, des mises en relation. Le but, c'est vraiment de mutualiser nos efforts. Je voudrais vraiment dire un grand merci. On a fait un formidable voyage là à travers les vignobles pendant près de 2 heures et c'était captivant. De l'Ardèche au Mont du Beaujolais, au Bordelais, pour terminer par l'Alsace et la Champagne. C'était vraiment un très grand aperçu de toutes les opportunités, en fait, de tout ce qu'on peut faire pour accélérer le développement de cette filière en synergie avec tout l'écosystème touristique. Comme on le disait tout à l'heure, on ne peut pas considérer les choses de manière isolée. Il faut vraiment travailler le lien et c'est c'est toute notre mission hein, avec ces webinaires. Puisque là, on voit que l'œnotourisme est un révélateur de notre culture vitivinicole. On est dans l'ancrage, les racines, les terroirs, la nécessité de se former, de transmettre. On a parlé de transmission. Donc pour ça, on a des outils aussi chez Atout France. Là, on a lancé un module de e-learning France Connaisseur. Marianne, peut-être peux-tu montrer la présentation de ce module qui est donc proposé aux écoles, aux instituts, aux lycées hôteliers et également aux tour opérateurs à l'étranger. France Connaisseur, c'est un dispositif de formation digitale qui utilise l'intelligence artificielle, donc très moderne, très ludique. Et ce module sur l'œnotourisme permet vraiment à chacun de connaître les trésors de nos vignobles, d'avoir des boîtes à outils avec des suggestions d'expériences œnotouristiques pour repartir avec les bonnes clés et proposer ces voyages. Donc pour le contact, c'est Valérie Granier chez Atout France, on va le mettre dans le chat pour en savoir plus sur ces options de formation. Voilà, on voit qu'on est aussi dans l'hybridation, donc il faut décloisonner les choses, puisque le no-tourisme est au cœur aussi des mobilités. Hein, il faut faire venir les gens, donner des raisons de consommer. Il y a un travail en amont de construction de notoriété, de digitalisation, de mise en commun des outils et des bonnes idées. Et puis l'importance aussi de la qualité. Donc voilà, moi je suis très touchée par tout ça en tant que directrice innovation, qualité, développement durable des territoires et des filières. Ça a vraiment du sens puisque la qualité est aussi un levier d'attractivité. On l'a vu avec la certification. Donc vraiment merci Ludovic, Sophie, Christophe, Anne-Laure, Pauline, Philippe, Mathias et Sarah pour tous vos témoignages. Vous avez les coordonnées les uns des autres dans la présentation. Donc l'idée aussi, c'est que y ait des relations hein, qui se nouent et que ces webinaires soient féconds, fructueux pour les développements de chacun et que ça inspire aussi d'autres régions. On n'a pas aujourd'hui beaucoup parlé des Pays de Loire, mais on l'avait fait amplement à destination vignoble. Et il y aura certainement un épisode au premier semestre 2025 pour continuer la discussion et amorcer de nouvelles collaborations. En tout cas, un grand bravo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On était très heureux. Et on vous donne rendez-vous le 5 décembre pour un prochain webinaire sur la gastronomie qui va valoriser les lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt d'Atout France, puisqu'il y a eu aussi plein d'événements gastronomiques qui ont vu le jour pour promouvoir aussi le patrimoine, la tradition culinaire, l'art de vivre à la française et les trésors tout au long du parcours de la flamme. Et tout ça, c'est des choses qu'on veut essayer aussi de faire perdurer, pérenniser pour inspirer et continuer à développer la gastronomie en lien aussi avec le no-tourisme. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis bravo à Marianne et Martin pour cette animation au top, comme toujours. Donc c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. À bientôt.